danser sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, 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 Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, 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 Sochaux. De l'animal royal, vous avez le sang bleu. Et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30 pour les derniers pas de cette année 2019, comme il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. C'est la dernière en 2019 et forcément on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. On va pas faire le tour des championnats étrangers pour voir ce qui s'est passé sur les différents terrains. On parlera bien sûr de la Ligue 1, on reviendra sur la Ligue 2 avec la page consacrée au Football Club Sochaux-Montbéliard qui s'est incliné du côté d'Orléans. Orléans qui était lanterne rouge et qui n'avait pas gagné encore à domicile, maintenant c'est fait. On parlera aussi de la Nationale 2 et Nationale 3 car il y avait un match en retard ce week-end. On va s'intéresser également à ce qui s'est passé du côté du handball. On s'intéressera aussi à ce qui s'est passé du côté du basket. Et puis ça sera tout. Et puis j'espère que vous nous appellerez au 03 81 50 67 51 et que vous nous écoutez surtout sur le 99.5 et également sur internet sur le radiochalombesançon.com. Vous cliquez et puis vous allez entendre nos jolies voix. Et ce soir, il y a Adrien qui est avec nous. Bonsoir Adrien, comment ça va ? Bonsoir Fred, ça va très bien. Alors, Adrien qui nous vient de La Rochelle, du pays du rugby. Les jaunes et noirs, voilà. C'est ça, exactement. Les jaunes. C'est pas jaune et noir, c'est pas jaune et bleu, c'est jaune et noir. Voilà, c'est jaune et noir. On attend Fred qui devrait arriver. Un petit peu plus tard dans cette émission, on aura David aussi qui fait partie des Aigles Rouges, des supporters du Racing Besançon, et qui viendra justement nous parler de l'association qui fête ses 10 ans cette année. Donc on en parlera avec lui, on regardera tout ce qui s'est passé, s'il va y avoir des festivités autour de cet anniversaire. Mais avant ça, oui, on va couper le jingle. Bon, on l'aime bien, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et puis, moi, je vous propose de nous intéresser justement aux différents championnats à l'étranger. Est-ce que tu as suivi un peu ça, Adrien, ce week-end ? Alors non, je n'ai pas suivi le championnat étranger, j'ai suivi Ligue 1, Ligue 2 et un tout petit peu le rugby. Un petit peu le rugby. Moi aussi, j'ai fait un petit peu le tour ce week-end. Alors, on jouait du côté de l'Angleterre et c'était la 18e journée avec tous les résultats. Avec Everton et Arsenal, 0 partout. Avec West Ham Liverpool, dont le match a été reporté. Vous savez que Liverpool a gagné la Coupe du Monde des clubs. C'était face au club brésilien de Flamengo qui a remporté la dernière Copa Libertadores face à Boca Juniors. Et puis, on va retrouver les autres résultats avec Newcastle qui a battu Crystal Palace 1-0. Sheffield United, qui est, on va dire, la surprise cette saison en Première Ligue, qui est allé battre Brighton 1-0. Burnley en a fait de même du côté de Bournemouth 1-0. Wolverhampton est allé battre Norwich City 2-1. Southampton est allé battre Aston Villa 3-1. Manchester City a battu Leicester City 3-1. Et ce dimanche, il y avait deux rencontres avec Watford, oui, c'est ça. Watford qui a battu Manchester United 2-0, c'est aussi une surprise. Et dans le duel entre José Mourinho et puis également Lampard, c'est Lampard qui l'emporte. Chelsea est allé s'imposer du côté de Tottenham 2-0, un doublé de Willian. Tu n'as pas suivi cette rencontre, Adrien ? Non, j'ai pas suivi. Par contre, j'ai vu quelques buts. Les buts en Angleterre, c'est toujours, c'est du beau spectacle. C'est vrai, il y en a eu quelques-uns qui étaient assez sympas, mais il y en a eu aussi en France, vous verrez tout à l'heure, qui sont tout aussi sympas. Oui, je disais un doublé de Willian, c'était justement le premier match de José Mourinho du côté de Tottenham. Il était opposé à son ancien club Chelsea, s'est bien fait conspuer par les supporters de Chelsea. Et finalement, dans le choc tactique, parce qu'on va dire que c'est un peu ça, Lampard avait changé un petit peu son dispositif tactique, il s'est fait un petit peu avoir José Mourinho. Il n'a pas trouvé la parade. Et cette équipe de Chelsea s'impose 2-0. Au classement, Liverpool est en tête avec 49 points, mais un match en moins. Leicester City est en tête avec 39 points.
Et Manchester City est 3e avec 38 points. Chelsea est 4e avec 32 points. Et on retrouve cette équipe surprise de Sheffield United avec 28 points. En bas de classement, on retrouve 18e Aston Villa 15 points. 19e Norwich City 12 points. Et 20e Watford avec 12 points au classement des buteurs. Vardy, Leicester City est en tête avec 17 buts. On va maintenant s'intéresser à l'Espagne, direction la Liga avec tous les résultats de cette 18e journée qui a débuté ce vendredi 20 décembre avec 21h. Eibar qui a battu Grenade 3-0. Ce samedi 21 décembre, le FC Séville est allé s'imposer du côté du Real Mallorca 2-0. Le FC Barcelone a étrié Alaves 4-1. Villarreal a battu Retafe 1-0. Le Real Valladolid et le FC Valence qui sont un match nul, un but partout. Et ce dimanche 22 décembre, Leganés a battu l'Espagnol Barcelone 2-0. La Real Sociedad est allée s'imposer du côté d'Osasuna 4-3. L'Atlético Madrid est allé battre le Betis Séville 2-1. Alors il s'est passé quelque chose dans cette rencontre, je ne sais pas si tu es au courant Adrien. Non, pas du De tout. ce qui s'est passé dans cette rencontre. Alors, les fans du Betis Séville ont jeté des peluches sur le terrain du stade Benito Villamarin ce dimanche avant le match contre justement l'Atlético Madrid. Bon, qu'ils ont perdu, mais c'est pas ça le plus, on va dire, le plus sympa dans cette histoire. Eh bien, c'est un cadeau de Noël pour les enfants dans le besoin. Ça s'était déjà fait il y a quelques années, hein, face du côté. C'est pas la première fois que ça se fait. Ça s'est déjà fait aux Pays-Bas. Hein, c'était justement en septembre dernier, les fans de ADO Den Haag avaient y avaient pris part lors d'un déplacement au Feyenoord Rotterdam pour rendre heureux les enfants hospitalisés. Et il y a eu beaucoup de peluches qui sont tombées des tribunes, du côté du stade Benito Villamarin où joue le Betis Séville. En tous les cas, c'est un très beau geste. Et c'est vrai que le club a communiqué sur ses réseaux sociaux. Hein. C'est vrai que ils ont dit simplement merci, merci et merci. Vous allez faire le bonheur de beaucoup de garçons et filles justement avec vos peluches. Une belle initiative. Oui, tout à fait. Et on a retrouvé Fred. Bonsoir Fred. Salut Fred, salut Adrien. Bon, t'es arrivé en retard, hein. Tu passeras la compta, t'es viré. Sans doute, sûrement pas, non. Ah on plaisante pas ici, on plaisante pas avec l'heure. Hein. Normal, on est dans la capitale comtoise de... Du temps. L'horlogerie, exactement. L'horlogerie, oui. Exactement. Bon, on était en train de parler juste avant que tu arrives. On parlait on a parlé du championnat étranger. On parlait de cette initiative qu'il y a eu entre le Betis et l'Atlético. Je pense que tu as dû voir ça, non? Non, t'as pas vu avec le lancer de peluche qui venait justement des tribunes? Je pense qu'on devrait s'en inspirer en France plutôt que de jeter des ça s'est déjà fait. Hein. Ça s'est déjà fait du côté de Nantes. Ah oui, ça s'est déjà fait. Eh ben, je ne savais pas. J'espère que ça se fera un jour du côté du Stade Bonal. Ça, je trouve que c'est une super initiative. Et c'est vrai que ce qui s'était passé en Hollande, moi, m'avait vraiment impressionné car ça n'arrêtait pas, des tribunes, des peluches qui n'arrêtaient pas de tomber. C'était un flot incessant et en tout cas, c'est une super initiative et j'espère qu'elle aura lieu dans bon nombre de stades. Bon, sans doute l'année prochaine. Hein, maintenant, c'est un peu trop tard, quoique il n'y a pas forcément de moments particuliers, même si bien évidemment c'est Noël et c'est un moment de partage pour tout le monde. Mais j'espère que ça se fera dans les années à venir un petit peu plus souvent du côté de la France et de nos stades. Alors c'était pas avec des peluches, mais je me souviens qu'en France, la LFP avait décidé début décembre de reverser, je sais plus, 1 ou 2 euros à chaque but. C'était pour le Téléthon. Pour le Téléthon, oui, je sais, ouais, je me rappelle de ça, oui. Oui, ils le font un petit peu tous les ans. Et c'est vrai que c'est une très bonne initiative aussi. De toute façon, toutes les initiatives sont à saluer. Je vous ai donné tous les résultats. Non, on s'était arrêté sur Atlético Betis, sur Betis Atlético. On va remettre ça dans l'ordre. Avec Levante qui a battu le Celta Vigo 3-1 et le Real Madrid qui a fait match nul face à l'Athletic Bilbao 0 partout. Il reste pas de match, non. Il restera que des matchs donc pour la 19e journée. Ce sera le vendredi 3 janvier ce qui concerne l'Espagne. Et au classement, le FC Barcelone est en tête avec 39 points, suivi du Real Madrid 37. Le FC Séville 34, l'Atlético Madrid est 4e avec 32 points. La Real Sociedad est 5e avec 31 points et 6e Retafe avec 30 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e le Celta Vigo 14 points, Leganés 19e avec 13 points et 20e l'Espagnol Barcelone avec 10 points. C'est marrant, hein, les deux clubs barcelonais sont aux extrémités du classement l'une et l'autre. C'est vrai que c'est assez rare. D'ailleurs,
On en parlera parce que si je ne me trompe pas, l'entraîneur de l'Espagnol Barcelone, si je ne me trompe pas, a été démis de ses fonctions. D'ailleurs, vous pourrez peut-être me dire ça tout à l'heure. Allez, on va s'intéresser justement au championnat italien. Direction le Calcio pour cette 17e journée qui a débuté ce vendredi 20 décembre avec l'AS Rome qui est allé battre la Fiorentina 4-1. Ce samedi, l'Udinese a battu Cagliari 2-1. L'Inter de Milan a battu le Genoa 4-0. Spal-Ferrara est allé battre le Torino 2-1. Et ce dimanche, l'Atalanta Bergame a atomisé le Milan AC 5-0. Parme et Breccia se quittent sur un match nul, un but partout, un but de Mario Balotelli pour Breccia, 72e minute de jeu. Bologne est allé battre Lecce 3-2. Naples est allé battre Sassuolo 2-1. Au classement, il y aura la prochaine journée, ce sera le dimanche 5 janvier du côté de l'Italie, avec en tête la Juventus de Turin 42 points, l'Inter de Milan 42 points, la Lazio de Rome est troisième avec 36 points, suivi de l'AS Rome 4e 35 points, l'Atalanta Bergame 5e avec 31 points et 6e Cagliari avec 29 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e Brescia 14 points, 19e Spal-Ferrara avec 12 points et 20e le Genoa avec 11 points. Une info, tu as trouvé cette information, alors je ne sais pas si c'est le bon micro, vas-y, on va voir ça. Non, j'ai pas trouvé d'infos, je suis en train de chercher justement. D'accord, ça marche. Alors attends, je t'ouvre un peu plus le micro. Voilà, c'est bon. Allez, on va. Exactement. On va s'intéresser à ce qui s'est passé. Le dernier championnat qui nous reste, c'est la Bundesliga, avec les résultats de cette 17e journée, avec qui commençait ce vendredi également, avec Hoffenheim qui a battu le Borussia Dortmund 2-1, alors que Dortmund menait 1-0. Le Bayern Munich a battu Wolfsburg, ça c'était ce samedi 2-0. Le RB Leipzig a battu Augsbourg 3-1. Schalke 04 et Fribourg 2 buts partout. Le Bayer Leverkusen est allé battre Mayence 1-0. Le FC Cologne a battu le Werder de Brême 1-0. 0 partout entre le Hertha Berlin et le Borussia Mönchengladbach. Bon, j'espère que j'ai bien prononcé, Arthur me reprendra sinon. Et ce dimanche, Düsseldorf a battu l'Union Berlin 2-0. Et Paderborn a battu l'Eintracht Francfort 2-1. Et puis au classement, Leipzig est en tête avec 37 points, suivi de Mönchengladbach 35, le Bayern Munich 33, Dortmund est 4e avec 30 points, Schalke 04 est 5e avec 30 points, et le Borussia, non pas le Borussia, c'est le Bayer Leverkusen qui est 6e avec 28 points. En bas de classement, on retrouve Düsseldorf 16e avec 15 points, le Werder de Brême 17e plutôt avec 14 points, et 18e Paderborn avec 12 points au classement débuteur. Lewandowski est en tête avec 19 buts. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de toute l'actualité des championnats étrangers. Est-ce que vous aviez un petit quelque chose à rajouter ou voilà, que je n'aurais pas vu Non, rien à ajouter. Enfin voilà, quoi, c'est toujours du beau football à l'étranger, mais également du beau football en France, donc qu'on va voir tout de suite, je crois. Et non, pas tout de suite. On va juste parler on va parler de la Coupe de la Ligue qui a eu lieu la semaine dernière, juste pour vous donner les différents résultats. Et puis on va ensuite parler de la Ligue 1 et on envoie le jingle. Direction la Coupe de la Ligue. Je vous donne juste les résultats qui avaient lieu pour les huitièmes de finale. C'était mardi dernier et mercredi dernier, le 17 et le 18 décembre, avec Reims qui a battu Montpellier 1-0. Lille est allé battre Monaco 3-0. Et vous verrez que ce week-end en championnat, il s'est passé des choses dans cette rencontre. Lyon a battu Toulouse 4-1. Amiens a battu Rennes 3-2. Saint-Etienne était allé battre Nîmes 2-1. Le Paris Saint-Germain était allé battre Le Mans 4-1. Brest a battu Bordeaux 2-0. Et Strasbourg était allé battre Nantes 1-0. Pour les quarts de finale qui auront lieu le 7 janvier à 21h, on retrouvera Reims qui sera opposé à Strasbourg. Le 8 janvier, à partir de 18h45, l'Olympique lyonnais recevra le Stade brestois. À 21h05, le Paris Saint-Germain recevra l'AS Saint-Etienne. Et à 21h05, Lille recevra Amiens. Eh bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette Coupe de la Ligue
dont ce sera la dernière édition cette année. Oui, je voulais dire, revenir juste sur l'espagnol. Ça y est, j'ai trouvé l'info, si tu es intéressé. Bah oui, vas-y, dis-la. On Donc, l'avait pas tout à l'heure. effectivement, Pablo Machin, qui a été démis de ses fonctions d'entraîneur à l'Espagnol Barcelone. Voilà. C'est ça, c'est Ça a bien ce été- qui me semblait. C'était tombé aujourd'hui, donc à 12h50. C'est bien ce qui me semblait que j'avais vu cette info-là. Eh bien oui, ben voilà, il a été démis de ses fonctions. L'entraîneur de l'Espagnol Barcelone qui est en dernière position de cette Liga. Eh bien messieurs, je pense qu'on va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé un petit peu dans l'Hexagone, c'est-à-dire ici en France avec la Ligue 1 Jingle. Alors, avant de parler justement des rencontres de cette journée en Ligue 1, moi je voudrais juste qu'on parle un petit peu des droits de cette Ligue 1 qui ont été, qui seront l'année prochaine chez Mediapro, hein, un nouvel arrivant espagnol. Qui a racheté les droits, même si Canal+ et beIN Sport se sont associés. Canal+ a récupéré les matchs que beIN Sport allait diffuser donc la saison prochaine. Hein, c'est un partenariat, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as suivi un petit peu toute cette info, Adrien? J'ai suivi j'ai suivi au moment où c'est tombé. Après, je me souviens plus exactement comment ça va être réparti. Je me souviens plus des chiffres. Je pense que tu vas nous redire tout ça. Bah, j'ai pas les chiffres. Après, les 8 affiches, les 8 affiches de la Ligue 1 seront détenues par Mediapro. Et puis, si je me trompe pas, je crois que par Mediapro. Et puis le reste, Canal+ et beIN se partagent. On va dire se partageaient le reste, hein, parce que Canal+ n'avait plus du tout de droits. Canal+ n'avait plus de matchs en tous les cas pour la saison prochaine, et c'est pour ça qu'en fait, en s'associant à beIN Sport, eh bien en fait, il récupère les droits. Il récupère en fait quelques matchs, et il faut savoir aussi que Canal+ va récupérer les matchs de la Ligue des Champions pour la période 2021-2024. Donc concrètement, moi qui suis abonné à beIN, j'aurai combien de matchs de Ligue 1 le dimanche, par week-end? Bah, t'en auras peut-être plus. Non, mais c'est vrai, t'en auras peut-être plus, parce que comme ils sont associés avec Canal va peut-être les diffuser sur son antenne, et peut-être en diffuser aussi chez nos confrères de beIN Sport. Donc il faut savoir que Mediapro, juste pour la Ligue 1, ça coûtera 25 €. Mais je voulais justement que vous écoutiez la réaction de Willy Sagnol. Vous allez écouter ce qu'il va dire, et puis après vous me direz si vous êtes d'accord avec lui. Non mais vous me parlez d'Osimhen, d'accord, je trouve que c'est un super joueur, d'accord, tout le monde est d'accord, ouais. Mais tu l'as payé 13 millions, plus son salaire sur l'année chargé, c'est 60% du budget de Brest, comment tu veux qu'ils aillent chercher un joueur comme ça? Et comment tu veux que les mecs ils mettent 25 € par mois pour aller voir ce Et bah si t'es pas content, tu vas en Angleterre, t'auras la première ligue et le cinéma, et tu vas payer 180 pounds par mois. Oui, mais tu seras mieux payé en Angleterre qu'ici, enfin. Non mais on se plaint de payer 25 € par mois, mais si on devait payer 180, comment... J'ai... 180 Alors, €. on va dire, la vie a fait que je me suis marié avec une Anglaise Ouais. qui regarde la télé anglaise, et que si tu veux avoir les mêmes droits, ça va presque te coûter 200 balles par mois. Ouais, mais bon, t'as pas le même. Mais système en première t'imagines, ligue quand même, hein. c'est 8 fois C'est autre plus, chose, quand même. c'est 8 fois plus, et on est encore en train de se plaindre. Si tu veux pas payer 25 €, eh ben tu payes pas 25 Je vais €. pirater ça, et puis comme puis ça je paye rien, et Mais puis comme attends, ça les footballeurs mais seront moins 20 payés à la fin du mois. Attends, Ça leur fait mais chier. Christophe, Tiens, voilà. 25 €, tu peux regarder, si tu veux regarder qu'un seul match par semaine, le match il te revient à 6 €. Ah oui, Tu vas au théâtre, tu vas payer 50 ou 60 €. au cinéma non. quand Au même pas. théâtre. Ah, au théâtre. Et si tu vas au cinéma, j'ai dit théâtre. Et si tu vas à l'opéra, tu vas payer 100 €.
Donc t'es 4 fois T'es plus et tu vois 10 fois moins de choses. Je Voilà. pense que la Ligue pourrait t'engager, t'es un bon défenseur. Mais non, mais à un moment donné, tu vas quand même pas demander à vouloir, surtout dans ce monde, tu vas quand même pas demander à vouloir regarder le foot gratuitement. 25 €, c'est 6 € par week-end. Je demande pas à le regarder gratuitement. C'est 6 € je dis que par quand week-end. je paye, j'aimerais bien en avoir pour mon argent. Et là, je suis désolé, mais les matchs du Et ben à ce samedi moment-là, soir, tu sais quoi, c'est- je alors, de vais temps dire en une temps, chose. de temps en Je vais temps. dire une chose. À partir d'aujourd'hui, on n'a qu'à dire. Tous ceux qui, on va dire, se plaignent de payer 25 € parce qu'ils trouvent que c'est trop cher, ils ont le droit de penser ça. Moi, je dis juste que si tu es pas content, à partir de maintenant, à chaque fois qu'un mec va aller dans un Regardez là-dessus. restaurant, si le plat n'est pas parfait, tu as le droit soit de le jeter à la figure du chef, soit de dire je ne veux pas payer et je me casse. Bah oui, on a le droit de ne pas payer quand c'est pas bon, non? Bon alors, quel est votre avis justement sur ce que dit Willy Sagnol? Alors il faut savoir, on en parlait juste à l'instant, Bein va passer de 7 à 2 matchs, donc c'est pour ça que Canal+ est associé aussi avec Bein Sport, pour justement inclure l'offre Bein dans ses futurs, on va dire, comment on pourrait dire ça, pour ses futurs acquéreurs, ceux qui veulent s'abonner, car Canal+ n'avait plus du tout de match. Alors, 25 €, cher ou pas cher, juste pour des matchs de Ligue 1 apparemment. Juste pour des matchs de Ligue 1, enfin, après, c'est vrai qu'il y aura quand même toutes les rencontres de Ligue 1. Donc, par rapport au prix d'un billet de stade, ça va. Mais 25 € pour regarder à la télé juste de la Ligue 1, je trouve cher. Quand on sait combien on paye un abonnement, moi par exemple pour BeIN, pour regarder plusieurs sports, il y a du foot, il y a du basket, Plusieurs championnats, du hand, voilà. il y a- Il n'y a pas que du foot, tu fais bien de le rappeler. Voilà, j'ai commencé à 15 € et là je dois être, je sais plus, 20 €. Normalement, c'est 16 ou 17 là, je crois. Ou 16-17. Enfin, Ça a commencé à 11 et c'est monté jusqu'à 17, enfin 16. Après, c'est pas moi qui gère les abonnements, mais je sais qu'on est, on est de toute façon à moins de 20 €. Donc, moi, 25 € juste pour de la Ligue 1, je trouve ça cher. Oui, moi aussi, parce que non seulement il faut Mediapro donc à 25 €, il faut également Bein, voire Canal+, qui ne sont pas au même prix. Parce que quand on s'abonne à Canal+, il faut savoir qu'on ne paye pas que le football, hein, il y a aussi tout un abonnement. Alors après, j'ai pas les prix en tête, mais bon, si on veut si on veut un petit peu tous les sports, je pense qu'on doit bien monter à 100 €, hein, une fois qu'on a tous les abonnements, les différentes chaînes, parce qu'il y a le foot anglais aussi. Bon, il y aura la Ligue des Champions sur Canal+ la saison prochaine, mais celui qui veut regarder à l'heure actuelle, il est obligé de prendre RMC Sport. Enfin bref, il y a beaucoup d'offres et après je sais pas comment ça va se dérouler, parce qu'il faut savoir que Mediapro, la chaîne de Mediapro n'est toujours pas créée, hein. Oui. Faut quand même savoir que c'est la saison prochaine, donc c'est dans quelques mois. Bon, je pense que Ils ont intérêt à se tout sera dépêcher. fait. Je pense que tout sera fait. Oui, vas-y, c'est Est-ce bon. que tu penses qu'ils vont peut-être faire comme pour BeIN qui l'ont lancé pour l'Euro 2012 et peut-être diffuser les matchs de l'Euro 2020 comme feront déjà TF1 et M6 Peut-être, hein, peut-être qu'ils ont prévu le coup. Enfin, j'espère pour eux, hein, parce que s'ils n'ont pas prévu, ça va être un petit peu dramatique, et je pense qu'ils vont prendre un petit peu des pénalités. C'est en mois de juillet, quoi. Faudrait que ça soit lancé en juillet, quoi, plus tard, quoi, début juillet, 1er Ouais, juillet. écoute, ou un après, c'est pas moi qui vais lancer la chaîne, ça sera à eux de voir, mais oui, ça serait bien de la lancer dans ces eaux-là. autour de juin, Après, juillet, autour de l'euro, après, l'euro, un truc comme ça. oui, après, est-ce qu'il n'y aura que du foot? On ne sait pas encore, hein, parce qu'on ne connaît pas l'offre exactement de Mediapro, ce qu'il y aura dedans, est-ce qu'il y aura du handball, est-ce qu'il y aura d'autres trucs. Bon, Par enfin, contre, RMC Sport va perdre gros quand ils auront plus la Ligue des Champions d'ici à la fin de la saison prochaine, quoi. ils seront obligés de racheter des droits ailleurs, hein. On sait que le handball est sur Bein Sport, donc pour Mediapro, ça va être compliqué. Et puis après, RMC Sport sera obligé de se diversifier. Ils auront et puis, peut-être le foot anglais encore, avec Canal, quoi. Donc, oui, c'est ça, ils partagent un peu les droits avec Canal+, donc peut-être qu'il y aura encore le puis déjà foot RMC anglais. Sport, il y a déjà la radio avec RMC, plus les chaînes de télé, puis d'autres chaînes aussi comme BFM, mais c'est comme une grosse entreprise de médias, quoi. Ah bah après, c'est un gros métier aussi, mais bon, maintenant, c'est la concurrence, hein, c'est la guerre entre, Avant, on se cantonnait, justement, entre médias, quoi. plus à RMC et à la radio RMC, maintenant on a RMC en télé, quoi. Maintenant, Ah bah oui, il y a au niveau RMC en sport, télé. quoi. C'est ça, donc il faut un petit peu suivre avec tout ça. Oui, tu voulais rajouter, Adrien? Non, bah en tout cas, voilà, moi je m'abonnerai pas, je sais que je m'abonnerai pas à Mediapro. Enfin, pourtant j'aime bien la Ligue 1, mais voilà, s'il faut payer 16 € pour BeIN, plus 25 € pour Mediapro, plus
plus tant d'euros pour tel truc, Canal. plus le bouquet télé. Plus, quoi. Voilà, on arrive vite à des sommes. Le foot va coûter cher, ça va finir comme en Angleterre où il y aura un match là, un match sur une chaîne, un match sur l'autre, et puis à la finale on va se retrouver avec des abonnements à 200 euros et ça risque d'être compliqué pour bon nombre de Françaises et de Français qui aiment le foot. Oui, Fred. C'est bien, c'est aussi que de nombreux abonnés qui n'ont pas SFR, c'est que RMC Sport soit disponible partout sur toutes les box, quoi. Exactement. Pas seulement que sur Canal+ par satellite, mais sur Canal+ par ADSL. Et peut-être sur les bouquets TV. Oui, c'est ça, mais tu as mis le point sur T'as mis le point sur quelque chose, on ne sait pas si Mediapro sera sur quel bouquet ils vont être exactement, comment ça va se passer. Comme les chaînes RMC, pas que ça se fasse comme les chaînes RMC. Il faut surtout des accords avec les fournisseurs internet aussi également. Donc est-ce que tout ça va être en tout cas mis en place? Je suppose, parce que je pense quand même que c'est pas des amateurs et puis. On essaiera de les contacter pour l'année prochaine. Oui, on verra. On a jusqu'au mois de mai, on a encore. Oui, il y a encore un peu de temps. Bon, messieurs, on va fermer justement les droits et bien, on va ouvrir justement tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1. C'est parti avec le générique. Prends le dernier micro là-bas, il a l'air de fonctionner là. Pas celui-là, ouais. Celui-là, ça doit être le 3. Ouais. Attends. Vas-y. Tape dessus là. Enfin, tape doucement. Oh, je vois pas. C'est parti pour la Ligue 1. On va tout d'abord démarrer parce que tous les matchs avaient lieu donc ce samedi. Avec tout d'abord Reims-Lyon, avec Lyon qui ouvre le score par Lucas Touzard à la 9e minute de jeu. Et finalement, c'est Cafaro qui va égaliser pour cette équipe de Reims à la 44e minute de jeu sur penalty. Un but partout. Bon, il est temps que la saison se termine pour les Lyonnais. C'est un petit peu compliqué. Et vous allez entendre justement la réaction du côté de Reims, de Hassan Kamara et de David Guillon, l'entraîneur. Pour eux, ils ont 28 points. Pour l'entraîneur, c'est un bon bilan, 28 points. Et Rudy Garcia, qui dit simplement il est temps que la saison, surtout que l'année 2019 se termine pour cette équipe de Lyon. C'est sûr que c'est un bon résultat pour nous, même si on a joué pour gagner. Je pense que on a vu à la fin du match, c'était disputé des deux côtés. Ils auraient pu l'emporter comme on aurait pu l'emporter. Après, on a construit notre match avec une entame difficile, mais après, on s'est bien repris. Ce qui nous a permis de revenir au score. Et ces derniers temps, on arrive à revenir au score. Et on fait un pas vers l'avant. Donc il faut continuer comme ça pour aller de plus belle pour la deuxième partie de saison. C'est aussi dû à la bonne qualité des Lyonnais qui nous ont vraiment embêtés, qui sont bien rentrés parce qu'ils étaient venus avec beaucoup d'intention, notamment de gagner ce match. Ensuite, on a bien réagi avec beaucoup de détermination, d'enthousiasme, de vitesse. Et puis on a été justement récompensés. Après, sur cette deuxième mi-temps, on a les meilleures occasions. On a sollicité leur gardien de but, mais j'oublie pas qu'on peut perdre le match aussi si Rachko nous sort pas le pénalty. Donc je trouve qu'au final, ce match nul est vraiment mérité. Ouais, je suis très, très fier de mes joueurs parce qu'on finit cette phase aller avec 4 défaites, 28 points. Donc c'est vraiment de bon augure et ça va nous permettre de continuer en pleine confiance et de bien travailler pour la reprise. Si je pense que c'est un juste partage et que j'ai pas vu le match, je pense qu'on a donné un point à Reims et que par la même occasion on a perdu 2. Voilà, c'est d'autant plus dommageable qu'on sait que c'est difficile de venir s'imposer ici, mais qu'on avait tout fait pour le faire. Donc on a très bien démarré le match, on a mené 1-0. Ce que je regrette, c'est qu'on ait arrêté de jouer quand on a mené 1-0. On a abusé de longs ballons alors que on était très bien dans notre jeu au sol et combiné. On a eu un épisode défavorable à la fin de la première période qui a vu Reims égaliser. Et puis par contre, on a, comme je leur ai dit à la pause, repris la maîtrise du jeu et reproduit du jeu en deuxième, ce qui nous a permis d'avoir les situations pour le gagner. Et notamment, nous aussi, un penalty, peut-être après celui qu'aurait dû avoir Martin Terrier, mais un penalty que malheureusement on n'a pas converti. Donc voilà, je pense qu'il est surtout temps que 2019 s'arrête. Parce que les joueurs ont besoin vraiment de se reposer et que la première partie de saison n'a pas été facile. Maintenant, pour devancer vos questions, on est encore en course sur toutes les compétitions. On est qualifié en 8e de finale de la Champions League comme c'était l'objectif. On est en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Et certes, on est loin du podium
en Ligue 1, mais 19 matchs, si je compte bien, ça fait 57 points. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra en prendre un maximum pour recoller et revenir là où on veut être. Eh bien, les Lyonnais vont pouvoir se reposer car c'est les fêtes de Noël. On va maintenant s'intéresser à une autre rencontre. Nice qui se déplaçait, qui se déplaçait pas, qui restait chez lui du côté de l'Alliance Riviera et qui recevait Toulouse mal en point. Les Toulousains, derniers avant justement ce déplacement du côté de Nice. Et ils vont rester derniers car ils s'inclinent 3-0. Des buts de Sarr, 16e minute de jeu. Et Pierre Lesmelou, 40e, qui offre un. Il me manque un but d'ailleurs. Oui, tiens, c'est bizarre, oui, il m'en manque un. Bon, vous allez peut-être me le retrouver, messieurs, car j'en ai que deux. Oui, Pierre Lesmelou, l'ancien Dijonais, qui met une superbe frappe à la 40e minute de jeu. Et puis Nice qui va s'imposer largement dans cette rencontre. D'ailleurs, à la fin de cette rencontre, on a demandé à Patrick Vieira comment justement il percevait tout ce qui s'était passé avec le départ de Jean-Pierre Rivière, le retour, et puis cette équipe, en tout cas Patrick Vieira a dit que tout s'était bien passé, même si on a senti qu'il y avait dû avoir des petites frictions avant, et puis car faut savoir que c'est Jean-Pierre Rivière qui était allé le chercher du côté de New York avec une autre personne dont le nom m'échappe, et ensuite le président de Nice était parti. Et donc on lui posait la question et lui en tout cas il disait que tout était clair avec les dirigeants et qu'il avait vraiment envie de s'inscrire dans le projet de Nice. Vous savez que ça a été racheté par des milliardaires et puis ils ont l'ambition de monter petit à petit et que l'équipe finisse en Ligue des Champions. C'est ce qu'il a indiqué au micro de beIN Sport si je me trompe pas et de Canal+, d'ailleurs les deux réunis. Eh bien, en tout cas, cette équipe de Nice, on espère pour le foot français qu'elle ira aussi dans les sommets, que ça ramènera des points et surtout que ça ramènera du spectacle aussi dans les stades en France, même si ce week-end, il y a eu 35 buts, beaucoup de buts inscrits. Et on va écouter tout de suite les réactions, la réaction de Patrick Vieira. Il n'est pas forcément satisfait du bilan, vous allez l'écouter. Et il a aimé aussi que les dirigeants le soutiennent publiquement, car ils ont fait une annonce dans la semaine. Et Antoine Comboiré, alors lui, c'est forcément la soupe à la grimace. Si j'avais pu changer les 11 joueurs à la mi-temps, je l'aurais fait. Mais comme il dit, le règlement ne le permettait pas. Oui, c'est ce manque de régularité. Sur cette première partie, on a eu du mal à enchaîner les bonnes performances. Mais bon, sur les 3 derniers matchs, on a vu des choses assez cohérentes. Et ce soir, on a fini l'année vraiment d'une très belle manière, où on a pratiqué un beau football et eu des occasions. Et on reste un peu sur notre faim, parce que je pense qu'on aurait pu mieux faire. Ça reste une première partie insuffisante quand même. Insuffisante carrément, même si vous êtes quand même au contact de, par exemple on pense à Rennes ou à Lille, vous restez au contact, mais au niveau du club, on sent un peu plus d'union. Vos dirigeants ont dit clairement cette semaine publiquement qu'ils comptaient vraiment sur vous pour reconstruire ce club avec un peu plus d'ambition. Est-ce que ça vous a fait plaisir, voilà, ce discours public finalement, en disant que Patrick Vieira était l'homme pour construire un OGC Nice très fort? Mais les dirigeants n'ont jamais été dans le doute. À partir du moment où ils sont revenus, le message a toujours été clair. Et après, tout ce qui s'est passé à l'extérieur, tout ce qui a été dit, c'est des choses que nous, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas maîtriser. Mais le message et le dialogue a toujours été sincère, a toujours été clair avec mes dirigeants. On est là pour un projet tous ensemble et on espère l'emmener le plus haut possible. Non, il n'y a rien à retenir de ce match. Parce que on a été donc des bons sparring partners. Voilà, on a permis à cette équipe de Nice de briller. Et forcément que quand vous êtes en dessous de tout dans cette entame de match et vous prenez donc, je crois que sur les 4 tirs, premier tir, donc ça fait 3 buts, c'est que c'est impossible d'exister. Donc voilà, il n'y a rien à retenir de ce match, à part qu'on est passé au travers. Parce que donc on est fragile, on est fébrile mentalement, et puis surtout on est fébrile défensivement. Donc quand vous n'êtes pas capable de mieux défendre, ça devient très compliqué. Justement, vous avez fait 2 changements rapidement dans ce match. On est obligé de vous poser la question. Est-ce que c'était les choix d'hommes ou est-ce qu'il y a eu des blessures, notamment de Dosevi et de Koné? De toute façon, dans cette première mi-temps, je pouvais changer les 11 joueurs. Voilà, c'est très simple. Hein. Parce que donc, on a été dépassé. Donc voilà, après, c'est surtout Dosevi en difficulté et puis surtout le petit Manu qui lui avait déjà récolté un carton jaune. Mais si j'avais pu changer en joueur, je vais demander à changer le règlement. Voilà, parce que c'est inadmissible ce qu'on a fait en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, c'est un match amical. Voilà, tout
simplement. Pour être très clair, ma situation, je m'en fous complètement. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler surtout pour trouver des solutions. Ça m'emmerde vraiment donc, de voir mon équipe en grande difficulté. Et puis surtout donc, faire des piètres matchs comme celui-ci. Donc, voilà. Mais en tout cas, on travaille pour maintenant trouver des solutions. Voilà. Et puis surtout donc, aider les joueurs parce que c'est eux qui sont en difficulté. Et vous sentez qu'ils sont capables, qu'ils ont la mentalité pour aller chercher ce maintien sur la deuxième partie de saison? Vous le sentez, vous? Je le sens, oui, mais après, on en a parlé dans le vestiaire. Maintenant, les paroles, sont que je veux dire, du vent, hein, c'est de l'air, ça disparaît, alors que ce sont des actes dont on attend maintenant de la part des joueurs. Des actes qu'on attend, et oui, c'est ce qu'il attend Antoine Comboré de ses joueurs. On va maintenant se diriger vers deux autres équipes qui jouent le maintien, c'est Dijon et Metz. Match nul, 2 buts partout, pourtant ça commence rapidement avec l'ouverture du score pour les Messins. Habib Diallo, 14e minute de jeu. Romain Amalfitano, 18e, il met une superbe but, on parle justement des très beaux buts en Angleterre, et puis là, en tout cas c'est une belle reprise de volée d'Amalfitano. Et puis ensuite c'est Baldé, 42e, qui donne l'avantage à Dijon, mais Dijon va craquer dans les arrêts de jeu à la 90e minute de jeu. C'est Habib Maïga qui arrache le match nul pour cette équipe de Metz. On va écouter l'entraîneur de Dijon, Stéphane Jobard, qui lui a beaucoup d'amertume sur cette rencontre. Et Vincent Ognon, on va pouvoir passer des fêtes plus tranquilles, mais attention, elles vont être studieuses. Ouais, c'est bien ça ce qui me surprend, c'est qu'on avait le match en main, on avait la maîtrise, on était à 11 contre 10, et bizarrement on a reculé, tout simplement, et les Messins ont presque la maîtrise du ballon, et ce qui devait arriver est arrivé. Donc je suis très amer ce soir, parce que c'était un match qu'on avait marqué d'une croix rouge. On l'a mal débuté, on a mal fini, et entre les deux, il y a des choses intéressantes. Ce match doit nous servir de leçon, plus jamais, quoi. C'est la première fois qu'on prend un but dans le dernier quart d'heure. Et contre Metz, là, juste avant les fêtes, et on s'était dit qu'on pouvait faire une belle opération ce soir, on ne la fera pas. Alors, dans le jeu, encore une fois, on est très très loin du visage qu'on a vu en début de saison. C'est rayonnant, il y a de belles séquences, il y a des joueurs offensifs qui se trouvent, il y a des combinaisons. Est-ce que le bilan maintenant à mi-saison vous satisfait, vu le début de saison presque, on a envie de dire? Oui, si on fait le film à l'envers, on va se dire que c'est aujourd'hui on est à la lutte avec 5 équipes pour le maintien. On a 18 points alors qu'on avait qu'un point au bout de cette journée. Mais là, je suis encore trop dans l'amertume du match pour pouvoir mesurer les progrès réalisés. Voilà, je pense qu'il va falloir qu'on franchisse quand même des paliers pour assurer un maintien, on va dire, l'esprit tranquille. Mais on en est loin. Il va falloir redoubler d'ardeur à la reprise pour montrer plus de maîtrise. Il y a eu des valeurs morales, évidemment, pour revenir dans un contexte extrêmement compliqué. On étant mené, réduit à 10 en tout début de deuxième mi-temps. Voilà, donc on a su faire front, encore une fois, ne pas lâcher et revenir à la fin. Mais on a surtout proposé des choses en première mi-temps. On a mené logiquement, on a eu des opportunités de faire mieux. Et on prend un but sur un coup franc inexistant. Donc on se fait égaliser et puis après on commet une erreur grossière sur le deuxième but. Voilà, qui nous met en difficulté dans ce match, mais encore une fois, on a fait front, donc on voit un peu toutes les facettes de notre première partie de saison. Alors pour vous justement, est-ce que le verre ce soir est à moitié plein ou plutôt à moitié vide? Écoutez, nous on est conscient qu'on n'a pas assez de points par rapport à ce qu'on mérite, mais surtout par rapport à ce qu'on veut, parce qu'on veut faire mieux. Voilà, on voulait faire mieux que ça. On fera mieux sur la deuxième partie de saison, j'en suis persuadé. Mais en même temps, on est obligé de le voir à moitié plein ce soir, parce que ce soir, on est 17e, même s'il y a quelques matchs en retard derrière, et que on revient à 10 dans un contexte extrêmement difficile contre un concurrent direct. Voilà, donc le verre à moitié plein ce soir. Et on va pouvoir passer des fêtes un peu plus tranquilles, mais toujours très studieuses. Ah, il parlait du verre à moitié plein, justement, on va se diriger du côté de Bordeaux. Bon, la transition est bonne, merci Vincent Ognon, bien évidemment, à boire avec modération. Et les Bordelais étaient du côté de Rennes, où ça ne s'est pas bien passé pour eux, car ils s'inclinent 1-0, un but signé Mbaye Niang à la 82e minute de jeu. On va écouter la réaction d'Adrien Ounou, l'attaquant de cette équipe de Rennes. Lui, il parle d'une victoire méritée, et on sait d'où l'on vient. Et Laurent Koscielny, lui, il parle de l'état d'esprit qui est bon du côté de Bordeaux. Mais en tous les cas, ça n'a pas suffi pour s'imposer. Écoutez, c'est vrai que c'est une belle victoire. Après, il faut faire preuve d'humilité aussi après cette victoire. Le chemin est encore long. Mais c'est sûr qu'on va pouvoir bien profiter des vacances avec cette troisième place, je pense, qui est méritée. Mais comme je disais, il restait encore pas mal de matchs. Maintenant, on va falloir faire preuve d'humilité, comme je disais, et continuer à grappiller des points pour faire le point à la fin du championnat. Ça va très vite, ce championnat. Il y a un mois et demi, vous étiez dans le dur.
5 matchs et 5 victoires plus tard, vous êtes sur cette troisième place. On sent que cette équipe a gagné de la maîtrise, de la confiance également. Ouais, c'est pour ça, il faut aussi faire attention. On n'oublie pas d'où l'on vient. On a une série compliquée, donc se servir de ça aussi pour avancer. Comme je disais aussi, faire preuve d'humilité, parce que ça va être le plus important pour avancer. Maintenant, c'est bien, on fera les comptes comme je disais à la fin. C'est sûr qu'il y a forcément de la confiance avec ces victoires, mais voilà, je pense que c'est une très bonne chose ce soir. Ouais, après c'est vrai que les 3 dernières défaites, c'est surtout un état d'esprit qu'il fallait rectifier. Et je pense que ce soir, on est venu avec de bonnes intentions. On s'est battu pendant 90 minutes, on a fait les efforts ensemble. C'est ce qui a été important, parce que sur le début de saison, on a eu des résultats grâce à notre état d'esprit. On sait que c'est un championnat compliqué, mais voilà, il faut se battre à tous les matchs et c'est un éternel recommencement. Et puis voilà, donc ce soir, on prend pas les points, mais dans l'esprit, dans le jeu, on était présent et il faut garder ça pour l'année prochaine. Ce soir, vous êtes face à une équipe qui a de la réussite, qui enchaîne, qui a de la confiance. C'est ça qui vous manque pour démarrer une série comme peut le faire Rennes? On sait que ça va très vite dans ce championnat. Ouais, après, on a eu des moments forts dans le match. On sait que quand on se crée des occasions, il faut les mettre au fond. Voilà, tout est la différence entre les grandes équipes et les autres. C'est que voilà, une occasion et on la met au fond. Si c'est nous qui ouvrons le score, le match est différent. Donc à nous de travailler aussi là-dessus, sur l'efficacité offensive. Après, sur le début de saison, on a marqué pas mal de buts. Après, c'est vrai que sur les 4 derniers matchs, voilà, on sort qu'avec un but marqué. Donc c'est difficile de pouvoir remporter des victoires, mais l'esprit est là. Il faudra revenir au mois de janvier avec ce même état d'esprit. Et oui, l'état d'esprit, c'est toujours pareil dans le sport. On va s'intéresser maintenant à Strasbourg qui recevait Saint-Étienne. Et victoire des Strasbourgeois 2-1, début signé Ludovic Ajorc. 22e minute de jeu, Adrien Thomasson, 62e minute de jeu. Et c'est Riyad Boudbouz, 72e sur penalty, qui réduira le score. Mais ça ne suffira pas pour l'AS Saint-Étienne. On va justement écouter 2 francs-comtois avec Dimitri Liénard, qui lui dit simplement on ne pouvait pas maîtriser toute la rencontre face à la SSE. C'est un bon bilan avec la Coupe d'Europe. Et Riyad Boudbouz, qui est plutôt frustré ce soir, car son équipe a fait les efforts. Ah ouais, c'est clair. Je veux dire, on a joué face à Saint-Étienne, qui n'est pas n'importe quelle équipe dans le championnat de France. Et voilà, on a fait, je pense, un très très gros match. On a été sérieux, on a été costaud. On va pas non plus, on joue Saint-Étienne, on va pas maîtriser le match de bout en bout, mais c'est sûr que si on veut passer des caps et intégrer la première partie de tableau, il va falloir progresser là-dessus. Mais je pense que ce soir, les joueurs, on peut être fiers de notre première partie de saison. C'est un bilan en plus que positif. Voilà, on le sait, avec cette aventure en Coupe d'Europe, si on nous avait dit qu'à Noël, on aurait 27 points, on n'y aurait jamais cru. Déjà pour 24 points, on y aurait signé tout de suite. Mais ce soir, finir à la Méno, 3 jours avant Noël et gagner 2-1 contre Saint-Étienne en menant 2-0. Comme vous dites, je pense qu'on aurait pu gérer mieux la fin de match. On donne un but un peu bête. Mais voilà, on est une équipe jeune. On a voulu s'adapter un peu au système aussi de Saint-Étienne sur la fin. Et on voit que des fois, quand tu recules, c'est pas forcément bon. Voilà, donc en tout cas, mes félicitations à tout le monde. On a fait beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est frustré. On fait une bonne entame de match. Après l'équipe de Strasbourg a bien joué, car ils ont fait un marquage individuel sur chaque joueur. C'était difficile de bien sortir les ballons. Et sur le peu d'occasions qu'ils ont, ils mettent le premier but. Et c'est à des moments clés du match. Et quand on se croit, on va dire, un peu bien dans le match, ils nous mettent ce but. Et en deuxième, pareil. Donc oui, ce soir, on est frustrés. Mais et voilà, on va dire, les vacances arrivent au moment. Faut bien se ressourcer en famille et bien repartir. Car en janvier, on a beaucoup de matchs. Oui, je pense que c'était une bataille tactique. Après, Strasbourg nous ont laissé la balle. Et voilà, nous a mis la pression. On a essayé de trouver des solutions. En première, on en a eu quelques-unes où on pouvait mieux les jouer. En deuxième, c'était plus difficile. Mais voilà, on va tirer les enseignements de ce match. Et voilà, si on veut retenir le positif, c'est que tout le monde s'est donné à 100%. On a fait beaucoup d'efforts sur un terrain assez difficile. Et j'espère que ces efforts-là vont payer. Et c'était Riyad Boudbouz. On va s'intéresser à ce qui s'est passé justement avec Monaco qui recevait Lille
Les deux clubs s'étaient déjà affrontés la semaine dernière, donc enfin pas en championnat, en Coupe de la Ligue où Lille s'était imposé. Et là, c'est Monaco qui a corrigé l'équipe de Lille 5-1. Et pourtant, c'est Osimhen, le Lillois, qui ouvre le score pour cette équipe de Lille à la 13e minute de jeu. Ensuite, c'est Jason Martins à la 23e qui égalise pour Monaco. Et ensuite, c'est le festival avec Keita Baldé 29e. Wissam Ben Yedder, le meilleur buteur de la Ligue 1 à la 53e et 65e minute de jeu. Et ensuite, c'est le défenseur central Kamil Glik, 90e, qui donne la victoire à cette équipe de Monaco. On va écouter les réactions justement du meilleur buteur de la Ligue 1, Wissam Ben Yedder. Puis simplement, on devait se reprendre après la Coupe de la Ligue et l'élimination. Et Christophe Galtier, lui, c'est une lourde défaite pour lui. Mais Monaco n'a pas volé sa victoire. Ouais, bien sûr, c'est un match où on devait gagner et on a fait un bon match aujourd'hui avec notamment 5 buts. On est content, maintenant on sait on voulait se rattraper du match de Coupe de la Ligue, chose faite. Voilà, c'est vrai que ça a été très dur le match de Coupe de la Ligue 3-0 contre Lille. Voilà, je pense qu'on a montré de la plus belle des manières aujourd'hui qu'on pouvait gagner. Et je suis très content aussi d'avoir marqué 2 buts et offert une passe décisive et que la victoire est au bout. Vous êtes meilleur buteur du classement de Ligue 1, Wissam. Votre adaptation, elle a été faite à vitesse grand V. Il y a eu un homme qui vous a aidé aussi, c'est Slimani. Aujourd'hui, il n'était pas là. On a eu peur que vous soyez un peu esselé avec 2 hommes de couloir. Et au contraire, vous en êtes super bien sorti. Non, bien sûr, c'était Voilà, Islam Slimani, on savait que voilà, depuis le début de saison, il a fait beaucoup de boulot. Il m'a aidé énormément, je l'ai aidé. Après, voilà, c'est les choix du coach. Aujourd'hui, on a joué avec un système différent. Et système différent, on l'avait déjà testé en Coupe de la Ligue, mais je vais dire que voilà, on avait oublié le 3-5-2 habituel. On a réussi à bien jouer quand même avec ce système. On a réussi à centrer, à avoir des actions de but. Et aujourd'hui, on gagne, mais on sait très bien qu'on doit faire plus et qu'on peut faire plus. Oui, c'est une lourde défaite qui fait tâche à la fin de cette série de 9 matchs. On était sur une bonne dynamique et c'est un score lourd. Je ne peux pas dire sévère. Monaco mérite sa victoire. On a concédé des buts évidemment évitables où on a manqué de détermination défensive. Ce qui m'interpelle, c'est nos pertes de balles alors que nous menions 1-0 et que le match semblait partir assez bien pour nous. Et là, on a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'erreurs techniques qui ont beaucoup profité aux attaques monégasques. Ensuite, est-ce que c'est lié à peut-être une petite fatigue mentale sur cette série de 9 matchs depuis le 22 novembre? Peut-être, mais c'est dommage parce que voilà, on avait fait une bonne entame et que la sortie 5, c'est lourd, ça fait tâche. C'est dommage par rapport à ce que nous étions en train de faire depuis 4-5 matchs. Et oui, tout le monde est un petit peu usé, c'est de l'usure mentale. Et on va maintenant regarder ce qui s'est passé dans les autres rencontres avec Nantes-Angers, avec Angers qui est allé s'imposer du côté de Nantes 2-1. Ça faisait 52 ans, ou 53 ans si je ne me trompe pas, qu'Angers ne s'était pas imposé du côté de Nantes, avec des buts signés tout d'abord par Ludovic Blas qui ouvre le score pour cette équipe de Nantes, 17e minute de jeu. Et ensuite c'est Bobichon, 50e, l'ex-Nîmois, qui va égaliser pour cette équipe d'Angers avant que justement un revenant, El Melali, 87e, n'offre la victoire à cette équipe d'Angers. Eh bien, on va écouter tout de suite la réaction des 2 buteurs, Ludovic Blas qui lui dit: on a fait une bonne première partie de saison, il faudra refaire la même en seconde partie. Et Farid El Melali, cela faisait longtemps que je n'avais pas joué et c'est lui qui offre la victoire à cette équipe d'Angers. On n'a pas joué en deuxième mi-temps, on a trop subi et à force de trop subir, voilà ce qui se passe, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter? C'est la fin de l'année pour le FC Nantes en 2020 au niveau du jeu, peut-être des arrivées dans le secteur offensif pour vous épauler un petit peu plus. Vous êtes très en forme vous en ce moment, mais il faut aussi de l'apport. Non, faut faire la même chose que la première partie de saison, tout simplement. On a fait une très bonne première partie de saison, donc on va essayer de faire la même chose en deuxième partie. Vous offrez une victoire phénoménale au SCO d'Angers. Ouais, c'est du retour. Ça fait longtemps que j'ai pas joué et je ne me suis pas entraîné. Voilà, j'ai fait que 3 séances, je pense, avec le gomme, mais ça va. On a
on a travaillé beaucoup et on a bien travaillé. Et voilà, c'est ça la réussite. Racontez-nous votre but. Moi, je suis content à mon but. Et maintenant, il faut continuer de travailler il faut continuer beaucoup mieux travailler pour les prochains matchs. Bon, il n'a pas voulu raconter son but, Farid El Melali. Et puis, on va s'intéresser cette fois-ci à ce qui s'est passé avec Montpellier. On va du côté du stade de la Mosson, Montpellier, qui a cartonné cette équipe de Brest. 4-0, un doublé pour Gaëtan Laborde, 13e et 56e minute de jeu. TJ Savanier, 30e sur penalty, et Florent Mollet, 83e, qui vont justement marquer les buts pour cette équipe de Montpellier. On va écouter la réaction de Gaëtan Laborde, mais avant ça, celle d'Olivier Dalloglio. Il a manqué beaucoup de choses, c'est ce que dit le coach de Brest, pour éviter une défaite logique. On est tombé sur une équipe de Montpellier plus solide et plus mature que nous. Et on va écouter tout de suite Gaëtan Laborde, qui lui dit, il revient sur le fait qu'on est très bien du côté du stade de la Moisson et pas forcément à l'extérieur, et il faudra faire plus en seconde partie de saison. Non, c'est sûr que c'était important collectivement de gagner ce soir, voilà, avant les fêtes, pour avoir la tête tranquille pendant les fêtes et pour pouvoir entamer sereinement la deuxième partie de saison. Donc c'était important. Quand je vois des matchs comme ça, ne m'en veuillez pas, mais je ne suis pas le seul à avoir été un peu dérouté par votre équipe sur cette première moitié de championnat. Capable comme ça nous laisse beaucoup d'espoir pour la suite. Bien sûr, c'est sûr que c'est important. Maintenant, comme on le sait, sur la toute première partie de saison, on est bien en domicile comme ça, et à l'extérieur, on a un peu de mal. Donc on va falloir essayer de garder ça, surtout à domicile. C'est vraiment notre capital confiance, et aller chercher des victoires à l'extérieur pour pouvoir espérer quelque chose en fin de saison. Vous marquez 2 des 4 buts, Gaëtan, ce dernier match de l'année. Est-ce que c'est anecdotique pour vous ? Non, c'est un match très important. En plus, j'ai fait une saison à Brest, donc voilà, ça fait un petit clin d'œil. C'est pour ça d'ailleurs j'ai évité de célébrer mes buts par respect avec tous les gens que je connais là-bas. Mais non, c'était vraiment très important, voilà, pour repartir peut-être sur un nouvel élan sur la deuxième partie de saison. C'était Gaëtan Laborde, le Montpellierin. Maintenant, on va s'intéresser à l'Olympique de Marseille qui recevait Nîmes. Et finalement, score, c'est 3-1 ou 3-2 là? Parce que j'ai un doute là. J'ai un doute. Moi, j'étais resté sur 3-1. Oui, 3-1. Ah, 3-1, c'est parce qu'il me semblait. Donc là, ils ont rajouté un but à Nîmes. Bon, ils vont être contents, les Nîmois, eux, qui ne marquent pas beaucoup en ce moment. Et puis en plus, ils ont oublié un but pour Marseille. Bah, tiens, si tu as le score sous les yeux, bah, tu vas pouvoir me donner le nom des buteurs, parce que là, c'est un peu la foire à neuneux. Alors, les buteurs, but de Alacouche à la 46e, Sofiane Alacouche contre son camp, donc. Pour Marseille, but de Dario Benedetto à la 65e, but de Dimitri Payet à la 81e, et à la 91e, c'est Anthony Briançon qui marque pour Nîmes, voilà. Donc en fait, c'était bien ça. Mais ils avaient oublié le CSC. Voilà, c'était ça. Un match un peu chaud en fin de première mi-temps d'ailleurs. Non, mais il n'y a pas que sur le match qu'il a été chaud, il a déjà été chaud bien avant ce match, car il y a eu des incidents. Voilà, il faut savoir que les supporters de Nîmes étaient autorisés à se déplacer, mais à 200. Bon, ils sont arrivés, ils étaient pratiquement 600, mais voilà, ça a provoqué des échauffourées sur l'autoroute apparemment. Il y avait des enfants en pleurs. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui sont quand même un petit peu inadmissibles. Après, je pense qu'une enquête va avoir lieu justement suite à ces incidents. Mais ça devient quand même navrant que les supporters adverses ne puissent se déplacer dans les stades où leur équipe joue quand ils partent à l'extérieur. Et ça, va falloir quand même régler ce problème. Bon, on sait que la sécurité pouvait peut-être pas être assuré du côté de Marseille, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses en même temps, les marchés de Noël, il y a beaucoup de choses, et il y a peut-être un manque de moyens en termes policiers, et c'est vrai que ça devient franchement, ça devient un peu nul, parce qu'on peut pas se déplacer avec son équipe quand elle joue à l'extérieur, et ça devient quand même préoccupant. Mais là, moi j'ai vu des images. Après, je n'interprète pas les images parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, on voit des enfants en pleurs, et rien que voir des enfants en pleurs, moi je trouve que c'est inadmissible. Car quand on emmène son gamin au stade, que ce soit en parkage ou après en parkage, c'est vrai que c'est toujours compliqué de venir avec un enfant. Oui. Mais bon, on peut quand même venir avec un enfant, et je trouve ça quand même inadmissible qu'on voit des enfants en pleurs. Moi, c'était mon petit message du jour. Je suis totalement d'accord.
Allez, on va regarder justement les réactions d'André Villas-Boas qui lui dit que les matchs contre Lille et Lyon leur ont fait beaucoup de bien à ces Marseillais. Et Bernard Blacard, lui, il dit simplement quand ça ne veut pas, eh bien ça ne veut pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça ne veut pas souvent du côté de Nîmes. Oui, ça marchait très bien. Première partie de la saison. Je pense qu'après les blessures, suspension Montpellier, on a fait ces 4 matchs nuls que nous avons un peu dessus. Et après, tout le monde a repris bien. Je pense que le match référent était, après les 2 défaites, Paris Saint-Germain, Monaco était ici à la maison contre Lille et Lyon, qui nous a permis de regarder quand on met les efforts, on est capable de réussir des grandes choses. Et ces 2 matchs nous ont servi pour cette série de victoires qu'on a enchaînées, de 6 victoires. Et maintenant, le groupe se trouve bien. L'objectif semble toujours plus réel pour nous. Et c'est une bonne façon de terminer la première partie de saison. Évidemment, on a Rennes maintenant jusqu'à côté de nous, avec un jeu en moins. Et on doit continuer. On doit continuer à pousser. Notre premier match de la Ligue est contre Rennes, précisément. Et ça va être un match dur et difficile. Oui, c'était quand même insuffisant. Voilà, on a souffert en première mi-temps sans prendre de but. Bon, ce premier but en deuxième mi-temps, tout début, voilà, nous fait du mal. Voilà. Après, on se livre un peu plus. On est un peu plus dangereux d'ailleurs. Mais en contre, c'est allé très très vite. Ouais. Oui, le match s'est ouvert en deuxième mi-temps. Marseille a eu pas mal de possibilités, nous aussi. Voilà, ça veut pas. On travaille pour essayer de marquer des buts, mais bon, quand on est inoffensif dans nos frappes de balles, voilà, d'un peu loin, dans les occasions près du but. C'est peut-être quelque part un manque de confiance en ce moment, ou le doute qui s'installe un petit peu. Voilà, quand le match s'est ouvert en deuxième mi-temps, on a eu des possibilités et l'évolution du score aurait pu être différente parce que on peut revenir au score avant la fin du match, quoi. Oui, c'est mieux. C'est mieux de revenir au score avant la fin du match. Après, c'est un peu tard et c'est vrai que cette équipe de Nîmes a beaucoup de problèmes offensifs. C'est toujours ce qu'on recherche dans une équipe. L'équilibre entre le défensif et l'offensif. Dernier match de cette 19e journée en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui recevait Amiens. Victoire 4-1 des Parisiens. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, 10e, 65e minute de jeu. Neymar, 46e. Et Mauro Icardi, l'homme en forme en ce moment du côté du PSG, 84e minute de jeu. Steven Mendoza, alors je sais plus, c'est colombien ou vénézuélien, ça va me revenir. 70e minute de jeu qui réduira le score pour cette équipe d'Amiens, mais ça ne suffira pas. On va écouter la réaction de Thomas Tourel qui revient sur le fait que Neymar est bien en ce moment, Ney comme il dit. Et Lucas Elsner, il nous a manqué quelque chose pour bien figurer ce soir. Oui, sportivement oui, mais on a perdu deux joueurs. C'est énervant, frustrant, dommage. Non, oui, très dommage, un peu triste. Mais l'autre chose, sportivement, c'était une performance très complète, une performance très forte et une victoire méritée. C'était une bonne finie de l'année. Est-ce qu'on peut dire que Paris ne joue pas en 4-4-2, mais en 4-2-4? Oui, mais je dois vraiment dire que c'était notre performance de l'équipe ensemble. On a attaqué ensemble, on a défendu ensemble. Regarde le 88e minute, Ney défend très très bas avec tout l'effort. Mais c'est les clés. Et c'était pendant quelques semaines maintenant, mais c'était très fort. Comment vous expliquez ce léger changement dans les têtes, dans l'attitude, dans l'envie? Vous avez parlé de Neymar notamment encore ce soir. Oui, il a la capacité, il a le talent, mais il a aussi la capacité physiquement. Et maintenant, il a beaucoup confiance parce qu'il a joué beaucoup, il a travaillé dur. Et voilà, c'est aussi notre job de trouver des solutions. Et l'équipe, ils ont trouvé des solutions ensemble. Et ils sont très forts et nous sommes ensemble et c'est la meilleure chose. Avec le sentiment qu'on n'a pas tout fait ce qu'on aurait pu faire. Effectivement, il y
y a certainement un monde d'écart, mais nous on va essayer de regarder notre côté des choses et on a encaissé des buts à des moments où on aurait pu les éviter. Et, ce premier but qui est vraiment évitable, et puis au retour des vestiaires tout de suite alors qu'on était encore vivant. Donc j'ai envie de regarder notre partie et le sentiment de quelque chose d'inachevé, d'inaccompli, même si effectivement voilà, la qualité elle est indéniable et la dynamique elle est indéniable et quand cette équipe-là fait des efforts ensemble, c'est très très difficile. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas donné 100%, on a donné 90%, on n'a pas vraiment eu de chance. J'imagine qu'il n'était pas prévu de prendre un contre, par exemple, pour décanter cette rencontre. C'est ça qui vous énerve notamment ? Oui, c'est frustrant. Ça, c'est frustrant parce que c'est vrai qu'une des forces principales de cette équipe, c'est sur les 2-3 premières touches qui avancent très, très verticales et avec un ou deux joueurs un peu dormants qui se font un petit peu oublier. Et c'est vrai qu'on est vraiment tombé dans le panneau sur ça. Et c'est ces petites choses-là qui font qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, on a été courageux, mais il nous a manqué quelque chose pour pouvoir réaliser un exploit. Ben oui, il faut le suivre, hein. Kylian Mbappé, il va vite, hein. Comme on le disait, c'est pas le TGV, c'est pire que la LGV. Eh bien, justement, on va regarder le classement avec le Paris Saint-Germain en tête avec 45 points, deuxième Marseille 38 points, troisième Rennes 33 points, quatrième Lille 31 points. En bas de classement, 18e Amiens, barragiste avec 17 points, 19e Nîmes 12 points et 20e Toulouse 12 points. Et comme je disais tout à l'heure, Wissam Ben Yedder est en tête du classement des buteurs avec 13 buts. Prochaine journée, la 20e ce vendredi 10 janvier. Eh bien, on en a terminé avec la Ligue 1. On va ouvrir la page Ligue 2. On ouvre cette page Ligue 2 avec la 19e journée également. Je vous donne tous les résultats de ce vendredi 20 décembre. Grenoble a battu Rodez 2-1. Caen et Clermont Foot 0 partout, tout comme Auxerre-Nancy. Le Havre et Chambly 1 but partout. Valenciennes a battu Lorient 3-0. Un triplé pour justement Chevalier. Châteauroux s'est incliné assez lourdement chez lui face à Guingamp avec un triplé de Ronny Rodelin. Et puis ce samedi, 3 a battu l'AC Ajaccio 2-1. Lens a battu Niort 1-0. Et Le Mans est allé battre le Paris FC 3-0. Décidément, ça va pas très bien pour les hommes de Mecha Bazarevic. Et puis on va s'intéresser à la rencontre entre Orléans et Sochaux. Orléans qui ne s'était pas imposé chez lui depuis le début de saison. Eh bien, c'est chose faite. 1-0, un but signé Joseph Lepi, l'ex-milieu de terrain du Football Club Sochaux Montbéliard de 2011 à 2015, si je ne me trompe pas, à la 62e minute de jeu, qui qui met une belle tête, un marquage inexistant. Ça a été compliqué pour cette équipe sochalienne. Je pense qu'il est temps que les vacances arrivent pour bon nombre d'équipes. Et il faut aussi se rappeler que Sochaux, c'était pas prévu qu'on monte cette saison en Ligue 1. Quand je vois certains commentaires, c'était juste se maintenir en Ligue 2 cette saison. Donc pour le moment, 27 points à la trêve. C'est bien. On est 8e, 9e. Donc c'est pas mal. Mais si vous n'avez pas suivi justement cette rencontre entre Orléans et Sochaux, je vous propose de revivre le résumé de la rencontre. Battu le week-end dernier 3-2 à la MMA Arena, Orléans est désormais dernier à 7 longueurs du Mans, barragiste. L'USO est dans le besoin de prendre des points impérativement pour ne pas définitivement être distancé pour le maintien. En face Sochaux, 7e, doit capitaliser pour se rapprocher du top 5 et rattraper les points perdus à domicile face à Grenoble la semaine passée. C'est Orléans qui se montre le plus entreprenant en début de match avec du travail pour Lawrence Atizigi. La réponse des Sochaliens sur coup de pied arrêté avec cette tête sur la barre transversale. Monsieur Berthe renvoie les deux acteurs au vestiaire sur ce score de 0-0. Une seule victoire depuis le début du championnat pour les hommes de Didier Olé-Nicole. C'était lors de la 9e journée face à 3. Dans le même temps, Sochaux reste sur 4 matchs sans victoire, 2 défaites et 2 nuls. Il y avait une énorme opportunité dans le deuxième acte pour les Lyonceaux. Mais les choix ne sont pas les bons. Au contraire, derrière à la 62e minute, ce ballon distillé
par Gaëtan Perrin à Joseph Lopi, lui qui a porté les couleurs sochaliennes de 2011 à 2015. Le Sénégalais ouvre le score et marque son 4e but de la saison. Il égale son total de la saison dernière, 1-0 donc pour l'USO, qui va essayer de pousser pour se mettre à l'abri. Parce que oui, c'est une équipe qui est en bas de classement, qui ne respire pas la confiance et la moindre erreur, glissade peut coûter un but. Voici une très grosse opportunité pour les Sochaliens, mais il y a vraiment le don de soi, beaucoup d'abnégation et de solidarité pour préserver ce maigre but d'avance devant le but de Thomas Renaud. Et l'inquiétude pour Omar Daf depuis plusieurs semaines. Ces joueurs n'arrivent pas à proposer des choses intéressantes du début de championnat. Sortie de Lawrence Atizigi. On va rester là 1-0 pour l'USO qui signe une 2e victoire cette saison en championnat et reste dans la course au maintien. Sochaux, toujours sans victoire depuis 5 matchs, est à 3 points de la dernière place qualificative pour les playoffs. C'était le résumé entre Orléans et Sochaux, mais juste avant ça, Maxence Prévost était sur le plateau du multi-Ligue chez multi, je vais y arriver, c'est la fin de l'année aussi pour nous. Multi-Ligue 2 chez nos confrères Samuel Olivier et Robert Malm, et justement il lui posait des questions sur sa blessure. Vous savez qu'il a une fracture à la pommette et vous allez justement l'écouter. Se rendre compte, pour ceux qui l'ont devant leur poste de télévision, malheureusement c'est assez grave. Déjà d'une, comment tu vas? Et deux, quand est-ce qu'on te revoit sur les pelouses pour qu'on puisse profiter justement de ton talent? Écoutez, ça va de mieux en mieux, de jour en jour, ça s'améliore. Après, pour ce qui est de la reprise, les médecins m'ont dit qu'il fallait patienter jusqu'à mi-janvier pour un retour à l'entraînement. Et ce qui concerne la compétition, il faudra voir avec eux justement quand je serai allé sur le terrain avec eux et qu'il y aura plus d'appréhension. C'est l'œil qui est touché. On a mal pour vous quand on vous regarde. Vous, ça va, la douleur? Tout va bien, il n'y a jamais eu trop de douleur, à part sur le moment bien évidemment, mais autrement il n'y a jamais eu trop de douleur. Bon, tant mieux, c'est déjà ça de prix. Et vous allez voir, certains joueurs lui ont posé des questions. Tout d'abord Jason Podent, mais ce n'est pas vraiment une question. Vous allez voir aussi également Pierre Gibaud et également Florent Augier. Vous allez bien écouter surtout la dernière question. Puisqu'il est notre invité, comment avez-vous préparé cette semaine côté Sochaux avec un adversaire a priori plus faible sur le papier, sauf que c'est un peu plus compliqué pour les Sochaliens, 0 victoire sur les 4 derniers matchs. Ouais, c'est ça, on a un petit coup de mou depuis le match contre Lens. Maintenant on sait qu'on ne doit rien remettre en question par rapport à notre début de saison. On savait très bien qu'on ne pouvait pas aller à ce rythme-là toute la saison, donc voilà, maintenant on espère bien finir cette année 2019 pour bien partir en vacances se reposer et pour entamer la deuxième partie de saison. Vous n'avez que 22 ans, Maxence, mais vous avez déjà pas mal de... Pierre Gibaud, Florent Augier. Bien, les trois ont un message pour vous ce soir. Oh Maki, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes pas trop moche à la télé avec ton œil là et les plaques de fer que t'as sur la tête. J'espère que tu vas bien. J'espère que ta convalescence se passe bien. Je t'ai vu la semaine dernière. T'es un petit peu plus beau qu'avant, donc tu pourras dire merci à Adolphe de t'avoir fait ça. Et j'avais une petite question. Je voulais savoir si ton routier préféré qui s'appelle Laurent, s'il t'avait suivi ce soir sur le plateau de Bein pour t'accompagner. Allez, bisous, ciao ciao Max. Écoute, salut Maxence, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te remets bien surtout. Félicitations pour ce beau début de saison à Sochaux. Et petite anecdote, je voulais savoir si depuis 2 ans maintenant, tu remanges du saumon. Tu expliqueras pourquoi. Allez, ciao. C'est quoi cette histoire de saumon? On était en déplacement en Coupe de France dans le sud et veille de match au repas, dernière bouchée du saumon, une arête qui se coince dans la gorge. J'ai dû partir à l'hôpital et passer une partie de la nuit à l'hôpital. Au final, tout est rentré dans l'ordre. Juste pour un bon saumon. C'était assez marrant. Et Pierre Gibaud nous parle d'un routier. C'est mon père, il l'appelait comme ça parce qu'il me suit partout, il me suit presque à tous les matchs à l'extérieur, donc c'était son surnom là-bas. C'est pas le seul, c'est l'occasion de rendre hommage à tous les papas et toutes les mamans qui chaque week-end prennent leur voiture et accompagnent les gamins, quel que soit le niveau d'ailleurs, pour assister à ces matchs-là. Il a bien raison, Samuel Olivier, quel que soit le niveau, les mamans et les papas sont derrière exactement leur fille ou leur fils.
Et attention aux arêtes, hein, parce que comme on arrive, voilà, il y a le réveillon, c'est demain. Faites attention, car vous voyez, la mésaventure pour en tout cas Maxence Prévost, n'est-ce pas Adrien? Faire attention. Hein. Oui, pas trop de saumon. Hein. Bah, du saumon, mais sans arête. Hein. Allez, on va regarder justement la réaction de Didier Olénico, forcément heureux après cette victoire. Oui, bah déjà, avant de parler du match, je voudrais vraiment féliciter les joueurs, parce que on pense tout le temps que c'est naturel, que c'est simple à faire des choses, et dans des moments comme en ce moment, tout est plus compliqué, parce qu'on est dans l'obligation de résultat, il y a obligatoirement beaucoup de nervosité, et c'est pas simple de se libérer. Donc grand bravo à eux d'avoir été cherchés, je dis bien cette victoire. Je vous ai un petit peu le schéma du match, de la mi-temps, comment ça s'est passé après. Et puis, sans démagogie, vraiment, je tiens à dédier cette victoire à tous nos supporters, à tous les supporters, parce que ils viennent voir leur équipe pour faire des résultats. Et quand il n'y en a pas pendant longtemps, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, on leur dédie cette victoire. Quand je dis c'est pas moi, hein, c'est le staff et les joueurs à eux pour passer de bonnes fêtes, et qui leur dire vite à 2020 pour qu'ils nous soutiennent encore plus. Et oui, c'est important, les supporters. Et on va écouter l'entraîneur Omar Daf, qui n'est pas resté longtemps en conférence de presse, sans doute très déçu. On l'a senti tout de suite, mais malgré tout, on a eu les situations pour ouvrir le score et être devant. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser nos situations. Je pense qu'on est rentré, les 10 premières minutes, on est bien rentré dans la partie. Après, petit à petit, cette équipe d'Orléans a poussé, on s'y attendait. Mais ce qui est regrettable, c'est de ne pas avoir concrétisé les situations qu'on s'est procurées ce soir. Bah, tout à fait, on savait que c'est une équipe qui était en difficulté. On avait bien préparé notre match. Comme je disais, il y a la tête de Pendant qui peut rentrer. Il y a 2 face-à-face de Gaëtan Westbeek, d'Abdoulaye Sané. Donc je pense qu'on a eu les opportunités pour mener au score et gagner ce match. On n'a pas su les saisir. Et par la suite, cette équipe d'Orléans a profité d'un moment de réussite pour passer devant. Sur la fin de match, on a poussé, on s'est procuré encore 2-3 situations franches avec Sofiane Diop où on aurait pu revenir au score. Donc ce soir, c'est très frustrant de repartir d'ici avec cette défaite. Oui, par rapport aux objectifs de début de saison qui est le maintien, on a pris des points qui nous ont permis d'avancer. Mais ce soir, je suis très déçu, très frustré parce qu'on était venu clairement ici pour atteindre la barre des 30 points. Maintenant, c'est pas fait. On va analyser tout ça, bien récupérer pour repartir en janvier très fort. C'était Omar Daf qui se dit très déçu. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Comment ça va? Ben, ça irait un peu mieux si on avait gagné, quoi. Bon alors, Omar Daf est déçu. Est-ce que tu l'es aussi? Ben, très quand même, parce que bon, on doit pas prendre ce but, quoi. On a des occasions avant pour en mettre au moins un minimum, quoi. Au moins Sané puis Westbeek, on a largement l'opportunité pour prendre l'avantage. On ne doit pas le perdre, ces matchs-là. Bah oui, c'est toujours comme ça. Quand tu n'arrives pas à marquer, c'est là où tu te fais surprendre. Ouais. Et puis, sans compter les frappes de Diop, et puis qu'il y avait toujours un Orléanais pour dégager, quoi. Voilà, quoi. Mais est-ce que cette équipe de Sochaux, elle n'est pas usée physiquement? Je pense qu'il manque Thioune au milieu, quand même. Hein. Il manque aussi Thioune, quand il est pas là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense qu'il a beaucoup manqué sur les 3 derniers matchs-là. Bon, après, on en a pris 4 à Lens. Bon, à Lens, moi, j'ai regardé le match de samedi contre Niort. Après, on va pas critiquer machin, mais je pense que Lens, ils ont déjà un pied en Ligue 1, vu que le but qui marque, il est hors jeu, là, Lens. Hein. Après, voilà, quoi. Oui, après, c'est le jeu. Quoi. C'est pour ça que ça serait quand même bien, je dis, en 2020, d'avoir la vidéo aussi en Ligue 2, quoi. C'est pas mal, quoi. D'avoir la VAR, mais après... Ouais. Bah, on verra si la VAR sera en Ligue 2, mais bon, c'est pas prévu. Oui, c'est vrai que ça serait pas mal. Oui, c'est sûr que sur la défaite, là, moi, j'étais confiant. J'ai dit, bon, il va aller à Orléans c'est le dernier. Et bon, allez, j'ai dit,
même si on gagne qu'un ou 2-0, ça sera pas mal. Et puis, Bon, on n'avait jamais gagné à Orléans. On n'avait jamais ouais. gagné là-bas. Oui, parce que la saison dernière, on avait perdu 2-0, je crois, il me semble. Hein. Comment ? La saison dernière, on avait perdu 2-0. Hein. C'est ça, on avait perdu 2-0. À Orléans. Et il me semble que le Joseph Lopi avait marqué, je crois. Hein. C'est ça. Ouais, mais il claque souvent, Joseph. Hein. Ça reste un très bon joueur. On l'adore, mais bon, sur la tête, on l'a pas trop adoré sur ce coup-là. Ah ben non, puis je trouve que la défense de Sochaux, on n'est pas au marquage, quoi. Ah bah non, on n'est pas du tout au marquage sur la tête, non, ça c'est sûr. On n'est pas au marquage, on est tout seul. Bon, moi, lui, il voit la balle arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il met une petite plongeante, puis ça rentre. Bah, c'est surtout le joueur qui lui délivre la passe, le voit arriver, et lui met un bon ballon. Ah oui, c'est un caviar. Il faut être honnête, c'est un très beau but. Par contre, vous avez dit Joseph Lopi 2011 à 2015, c'est 2011 à 2016, Sochaux. Ah, j'étais resté sur 2015 peut-être, oui, 2016 peut-être. J'ai vu ça j'ai regardé ça sur Internet, et puis apparemment il marque 2016. Alors si c'est Internet qui fait une erreur, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi j'étais resté sur 2015 aussi, donc on va regarder cette stat. Bon, Bernard, quel bilan on fait depuis le début de saison de cette équipe sochalienne, parce que les dirigeants avaient annoncé qu'ils jouaient le maintien cette saison. C'est quand même bien par rapport aux autres années. Oui, ben c'est sûr, mais je pense que qui a fait un peu de mal, comme je disais, c'est la défaite à Lens et puis la défaite à Coupe de France et finale, parce que on a quand même mis Diediou qui a pris 3 matchs. On a eu Thioune qui a pris 3 matchs, et puis quand je vois les joueurs de Lens qui ont pris un match, après voilà. De toute façon, moi j'aime pas les Lensois, donc après voilà quoi. Oui, après c'est un choix, voilà, c'est ton choix. Hein. Voilà. Nous on aime tout le monde, on aime tout le monde, mais après on est peut-être à notre place aussi, en ce moment, tout simplement. Oui, parce que 27 points après 19 journées, parce que moi quand je les ai vus, parce que j'ai pas loupé un seul match à Bonal, hein. Oui. Quand je les ai vus gagner 3-1 contre Guingamp, 4-0 contre Clermont, j'ai dit c'est bon, ils vont continuer. Et puis je pense ce qui a cassé un peu la spirale, c'est la défaite à Épinal, en Coupe de France. Oui, ça a cassé un peu la spirale, mais bon, quand on regarde quand même la saison dernière où on s'est sauvé à la dernière journée, je pense quand même que c'est pas mal cette saison. Oui, parce que la saison dernière à l'époque là, on n'avait que 13 points. Hein. Oui. On était au niveau d'Orléans, donc là on en a quand même 14 de plus. Donc, mais moi je pense que tous les blessés qui suspendus vont revenir. Et puis il y en a un qui nous manque aussi sur la droite, à l'arrière, c'est Papa de Paille. Hein. Oui. Parce que Bakata, c'est au marquage. Hein. Oui, mais après, il y a beaucoup de joueurs qui sont fatigués, qui sont usés, qui sont absents parce qu'on tire un peu sur tous les mêmes joueurs. C'est vrai qu'Omar Daf n'a pas un banc très large non plus, donc les organismes, ça tire dessus et ça, au bout d'un moment, ça lâche. Mais mais je pense que s'ils refont janvier, là, parce qu'on soit le Paris FC, après, moi, c'est plus. On reçoit le Paris FC et Lorient, les deux matchs en janvier, je crois. Hein. C'est ça, on reçoit le Paris FC, c'est le 10 janvier. Ouais, le 10, j'y serai. Et puis, mais je pense que si on continue comme ça, je pense qu'on peut finir dans les 5 premiers, je pense. Bon, après, il faudra peut-être des renforts au mercato, mais bon, comme on peut pas, apparemment, pour le moment, l'encadrement de la masse salariale est toujours pas levé, donc ça peut être compliqué. Mais ce qui serait pas mal, si on prend des renforts, il faudrait déjà prendre un attaquant, je pense. Ah bah après, ça, c'est les dirigeants qui vont choisir. Parce que je trouve que Abdullah Sami, il est un peu trop seul, il est un peu tout seul de moi. Ça, c'est vrai. Après, moi, j'ai bien aimé, par exemple, la rentrée de Brian Lam. Ah oui. Moi, j'ai bien aimé. Ça, je vous en parle. Mais je trouve, je critique pas Omar Daf parce que c'est un très bon entraîneur. Mais je trouve qu'il va faire un petit contrat. Ouais, peut-être, oui. Moi, je pense qu'on aurait peut-être pu le faire rentrer un peu avant. Après, c'est Ouais. Moi, je l'aurais mis, je pense, quand on a pris le but, à la 62e, je pense qu'on aurait fait rentrer à la 65e. Bon, en tous les cas, moi, j'aurais peut-être fait rentrer 10 minutes avant. En tous les cas, il est... Bon, il est grand, il est rapide, et puis il a de la vitesse. Bah oui, après... Ça peut faire la différence. Voilà, quoi. On l'a vu quand il est rentré, mais ça n'a pas suffi. Sochaux s'incline donc 1-0. Merci beaucoup, Bernard, d'être intervenu ce soir. À
vous, et puis après, de joyeuses fêtes, et puis à l'année prochaine, puis à Sochaux. Bien évidemment, de joyeuses fêtes à toi et à toute ta famille, et puis on se retrouvera en 2020. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors il y a Adrien qui voulait rajouter quelque chose. Oui, Adrien. Oui. Je revenais sur le 2-0 dont vous avez parlé l'année dernière. Tout d'abord, bonjour Bernard. Oui, bonjour Adrien. Alors, oui, le 2-0, donc il y avait non pas un Sochaliens qui a marqué, mais deux Sochaliens, deux ex-Sochaliens, parce qu'il y avait Karim Ziani qui a marqué également sur penalty. Oui, c'est exact. Je cherchais le nom du deuxième buteur de l'année dernière. Eh bien, ça y est, on l'a trouvé. Merci beaucoup, Adrien. Merci Adrien. Eh ben, merci beaucoup, Bernard. De joyeuses fêtes à toi et à toute ta famille. Et puis, on se revoit on se réécoutera en 2020. Il n'y a pas de souci. Eh ben, allez, bonne fête. Merci beaucoup, Bernard. À bientôt. À bientôt, bonsoir. Bonsoir, c'était Bernard qui nous appelait pour nous faire part justement de l'actu, nous parler un petit peu des Sochaliens. Alors Fred, on va refermer cette page Sochaux et puis on va ouvrir la page Nationale 2, même si... Attends, t'énerve pas. Je voulais parler un peu de Coupe de France féminine. Non, je voulais juste annoncer les matchs de Coupe de France féminine avec ce sera les 16e de finale où le FC Vesoul recevra l'équipe qui évolue donc en division 1 Arkema, le Dijon FCO et également l'US Saint-Vite qui recevra Rodez Aveyron Football qui évolue en 2e division et elles sont comme 2e. Les garçons en Ligue 2 aussi, comme les garçons en 2e division. Oui, c'est ça. Et les matchs auront lieu, si je ne me trompe pas, le dimanche 12 janvier. Et je crois que Vesoul, c'est même le samedi 11 janvier à 16h30. Bon, après, vous irez regarder si vous voulez aller voir le FC Vesoul ou l'US Saint-Vite. Une semaine avant, il y a la Coupe du Monde, la Coupe de France masculine. C'est ça. Précédente, c'est ça, la semaine précédente où l'ASM Belfort rencontrera Monceau. Oui. N'est-ce pas? Au stade Cerzian, bien sûr. Au stade Cerzian à 18h. D'ailleurs, les billets sont déjà en pré-vente. Allez, Fred, on t'écoute. En parlant de Belfort, on va parler de la Nationale 2. C'était la 15e journée ce week-end. Eh ben, les Belfortais se sont lourdement inclinés sur le terrain du stade, la réserve du stade de Reims, 4-1. Et les Belfortais sont en ce moment 9e avec 17 points. Et quant à la prochaine journée, donc une semaine après la Coupe de France, ils recevront la réserve du LOSC, donc de Lille. Dans le groupe D, Jura Sud se déplacer du côté de Martigues. Eux aussi, ils ont perdu 2-1, les Jurassiens. Et au classement, ils sont 9e avec 18 points. Et la prochaine journée, le 11 janvier, recevront Saint-Priest. On va passer à la Nationale 3, donc en grand format, puisqu'on est allé du côté de Grand-Villard ce week-end, où le Racing Besançon s'est déplacé du côté de la réserve de FC Sochaux-Montbéliard, où les Bisontins se sont inclinés 4-3. Après avoir été menés 4-1, ils ont pu revenir à 4-3. Oui, c'est vrai que c'était un match compliqué. On va dire que le FC Sochaux-Montbéliard a joué pendant 80 minutes et le Racing Besançon, on va dire, s'est réveillé dans les 10 dernières minutes. Et dire qu'ils auraient pu marquer au bout de 3 minutes et Sochaliens, mais il y a un poteau qui est... C'est vrai, il y a un poteau. Vous pouvez revoir la vidéo, elle est sur notre réseau social, sur YouTube, sur la page Fred Sochaux. Vous allez voir, vous aurez le résumé de cette rencontre. C'est vrai que les Sochaliens sont rentrés dedans très rapidement. Et puis ensuite, ils ont mené assez largement avant que le Racing Besançon ne revienne en fin de partie. Mais il en manquait un petit peu. Donc et puis, je vais terminer avec le classement d'abord, où le FC Sochaux-Montbéliard continue sa montée, puisqu'ils sont 5e avec 19 points. Et le Racing Besançon est 7e avec 18 points. Dans la prochaine journée, qui aura lieu le samedi 11 janvier, le Racing Besançon se déplacera du côté du FC Guignon, où j'y serai personnellement, bien sûr. Bon, si tu y es personnellement, alors... Jura de Lois se déplacera du côté de la réserve de la Girocère. Le CA Pontarlier recevra Sens. La réserve du DFCO recevra Monceau-les-Mines. Et le Besançon Foot recevra Monceau. Et puis le dimanche 12 janvier à 14h30, Vadin-Versel recevra Selongé. Et le FC Sochaux-Montbéliard, la réserve, se déplacera du côté de Roche-Novillard. Bon, c'est tout bon? Tu as tout dit? On va rester sur le Racing d'ailleurs maintenant. Exactement, mais on va rester sur le Racing car on accueille David Leroy qui fait partie donc de l'association des Aigles Rouges, fidèle supporter du Racing Besançon. Alors, pour savoir quel micro tu as pris. Bonsoir à tous. Alors attends, vas-y voir. Alors vas-y.
On est à Bon, je crois qu'on va prendre la place de Fred parce que le micro il a un petit souci. Et oui, c'est les charmes du direct. Je crois que ça sera mieux avec celui-là. Voilà, ça y est, ça marche. Voilà, c'est nickel, ça fonctionne, c'est tout bon. On est donc avec David Leroy. Bonsoir à David. Alors, tu fais partie des Aigles Rouges, de l'association des Aigles Rouges qui fête ses 10 ans. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association et nous parler de l'association Les Aigles Rouges? C'est ça, donc oui, on fête cette année les 10 ans. Là, donc officiellement, l'association a été créée le 11 juin 2009. Donc là, dernièrement, contre le BF, on a marqué le coup pour le premier match à Léo cette année. Donc on avait fait faire une banderole pour nos 10 ans. Et on a aussi rendu hommage à Saïd, que beaucoup de supporters bisontins connaissent. Voilà. Donc ça fait 10 ans que l'association a été créée et qu'on supporte en majorité l'équipe première, mais aussi toutes les équipes du club, bien sûr. Alors cette association a été créée justement dans quel but? De supporter le Racing Besançon? Oui, tout à fait. Oui. Ouais, se regrouper, faire entre guillemets un COP, donc dans le stade, marquer notre l'empreinte quoi. L'empreinte. Voilà. Et il y a eu combien d'adhérents pour le moment? Il y a une bonne trentaine d'adhérents là, actuellement donc dans l'association. Et vous faites vous faites les déplacements, que ce soit à l'extérieur et puis à domicile. Est-ce que c'est facile à organiser justement? Il y a quelques années, on faisait encore des bus. Donc là, dernièrement, on a pu en faire un. Donc d'ailleurs, tu y étais. C'est vrai. Donc à Monceau. Donc là, c'était un match particulier. Donc on avait réussi à faire un bus. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est surtout du covoiturage qu'on fait. Donc on va à tous les matchs, mais là, les bus, ça devient de plus en plus compliqué. Après, c'est toujours pareil. Les résultats font que... C'est toujours pareil. Il y a plus ou moins de monde, voilà. Oui, c'est vrai, c'est toujours les résultats qui font venir partout, du monde. Voilà. Oui, c'est ça. Alors donc, tu as connu la période de Ligue 2, quand le club était en Ligue 2, et la période, on va dire, un petit peu plus compliquée pour le Racing Besançon. Ouais. Bah, donc là, dans la Ligue 2 en 2003-2004, si je me souviens bien. C'est ça. Après, donc, le dépôt de bilan, leur démarrage du club en LR2... Et qui s'est fait aussi grâce aux Aigles Rouges, il me semble, non? Aussi, parce qu'à la reprise de l'entraînement, on était plus nombreux que les joueurs. Ouais. Donc au premier match de LR2, on était plus de 600, je crois. Donc, oui, c'est ça. Après, on a réussi à remonter assez vite. Oui, il faut rappeler quand même que le Racing Besançon a une des affluences, voire même la seule en France, la plus grosse affluence en National 3. En National 3, on doit être bien. Ouais. Encore que cette année, c'est un peu plus compliqué. Alors justement, quel regard tu poses sur le Racing Besançon de ces dernières saisons? Peut-être pas forcément, tu peux en parler aussi de cette saison, mais les dernières saisons, est-ce que les objectifs, est-ce que ça... Oui, donc non, on a bien, après le dépôt de bilan, on est bien remonté, on est remonté tout de suite en National 3. Bon, là, c'est plus compliqué parce que le problème, c'est qu'il n'y a que le premier qui monte de National 3 en National 2, donc forcément, quand tu as des Auxerre, des Guignons ou des réserves professionnelles. Voilà, les réserves pro ou Louan l'année dernière. Donc c'est compliqué. Il y a une seule équipe qui monte. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui ont envie que ces réserves professionnelles aient un championnat à elles et puis qu'elles ne soient pas mélangées. Ouais, donc faut pas faire beaucoup d'erreurs pour espérer monter. Oui, non, c'est vrai que c'est compliqué et c'est un championnat où ça joue. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent venir du côté du stade Léo-Lagrange ou ailleurs voir justement les équipes évoluer. Et c'est vrai que c'est un championnat qui joue et c'est pas facile de remonter en National 2. Ah, non. On a l'objectif, cette année, c'était plutôt un maintien beaucoup plus confortable entre guillemets que l'année dernière. Et voilà, donc à court terme ou à moyen terme après. Oui, parce c'est suivant. On espère remonter évidemment. Il faut rappeler à ceux qui l'ont oublié que la saison dernière, le Racing a tout joué, on va dire, sur son dernier match. C'était compliqué, donc forcément l'année d'après, on joue pas forcément la montée tout de suite. Hein. Il faut déjà se stabiliser et puis voir plus tard. Alors quels sont justement les futurs projets de l'association? Est-ce qu'il y en a ou donc tout début janvier, là, donc on va nous faire une galette des rois, donc où le président Eric Fusy nous présentera ses vœux. Ça faisait... D'ailleurs, on le salue parce que je crois qu'il a eu un petit problème. Un petit souci de vélo s'il nous écoute. Voilà, faut mettre des roulettes.
On va faire une galette donc, où il présentera ses vœux, où un peu tous les supporters seront invités. Voilà. Oui. Donc on verra si d'ici la fin de saison on refait un repas. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Oui. Donc peut-être que pour les 10 ans on fera quelque chose d'ici la fin de saison. Un repas où tout le monde se réunit. Voilà. Et comment justement est venue l'idée de faire cette association C'est venu par plusieurs personnes Oui, c'est ça. Ils étaient tout un petit peu disséminés dans la tribune. Ils se voyaient, tiens, celui-là il chante, tiens, celui-là il chante. Est-ce qu'on se regrouperait pas On ferait un groupe. Donc ça s'est fait comme ça. Il y avait plusieurs petits groupes. Oui, tout le monde était un peu de son côté, mais en fait tout le monde c'est ça. Tout le monde s'est rapproché. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Et vous supportez aussi les catégories de jeunes, parce que moi je suis allé voir il n'y a pas très longtemps. Je suis allé voir les 17 ans. Je suis allé voir Racing Besançon, AS Saint-Etienne. Il y a beaucoup de monde. Et franchement, ça joue. Hein. Ça joue. La réserve, tout ça, on essaye de. Combien il y a de licenciés au club du Racing? Tu sais à peu près, non? Toutes les catégories de jeunes. On n'est pas tout à fait à 500, je crois. Pas tout à fait 500, tout compris. Ouais, donc ça fait quand même pas mal. Avec le Besançon Foot, c'est les deux plus gros clubs. Oui, de l'agglomération byzantine. Et c'est vrai qu'il y a aussi de la jeunesse dans les rangs du Racing. Et c'est vrai que dans les 17, et peut-être que c'est le futur aussi de cette équipe première. Hein, parce que... Justement, ils mettent le paquet sur la formation. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a rien de mieux que. Enfin, pour moi, il n'y a rien de mieux que la formation. Adrien, tu avais des questions pour. Notre invité du jour, si tu veux prendre un autre micro, au pire. Non, enfin, j'écoute là. Après, est-ce que tu connaissais déjà les Aigles Rouges? Ah oui, je connais. J'ai connu en 2011, quand l'année où le Racing était en national, de mémoire, David. Oui, peut-être. Oui, je m'en souviens plus. Et j'avais fait parce que j'étais déjà à Chalom. J'avais fait une interview avec l'ancien président, donc Philippe Renard, et Thomas également de Pontarlier. Oui, Thomas, oui. C'est ça. Bon, dans tous les cas, c'était quelque chose qui était déjà connu, bien sûr, et reconnu surtout, les Aigles Rouges. Oui, tu voulais rajouter. Oui, je me souviens d'ailleurs on parlait des déplacements en quart. Je me souviens de quelques déplacements en quart pour des matchs de championnat le vendredi. On s'est déplacé notamment du côté des Pinales cette année-là. Plusieurs fois, Oui, plusieurs fois, les Pinales, oui. Oui, rarement pour de bons résultats, mais bon. Oui, Sochaux non plus, il n'y a pas récemment. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un petit regret quand même avec cette Coupe de France et puis ce déplacement à Monceau où vous étiez plus de 70 supporters, ça, supportrices et supporters parce que, ça. Juste avant, il y avait eu le voyage à Tahiti. Oui. Voilà. Justement, on peut se poser la question, est-ce que le voyage à Tahiti, physiquement, on n'a pas laissé des traces? Justement, peut-être. Ouais. Peut-être, oui, c'est vrai. On verra en janvier. On ferait Guignon et après Pontarlier. Donc là, oui, deux gros morceaux. On verra déjà. Si tout le monde a bien récupéré tout à fait, exactement, mentalement, c'est ça aussi que ça sert les fêtes, ça sert à vider un petit peu les têtes. Bon, sur l'ambiance quand même du côté de Monceau, il y avait quand même plus de 70 personnes, c'était quand même exceptionnel. C'était super. Donc, tout ça mis en œuvre par l'association des Aigles Rouges, il faut le rappeler. Alors, est-ce que c'est facile justement déjà comme tu l'as dit, de trouver du monde? Après, il faut louer les cars. Est-ce que le club du Racing Besançon vous aide aussi dans cette optique? Oui, tout à fait. Oui. Déjà, ils ont payé donc l'entrée au stade à Monceau, à tout le bus déjà. Oui, c'est déjà bien. Et ils le font aussi pour les matchs à l'extérieur, il me semble, c'est ça? Ça pour certains, oui. On a, dans la majorité des cas, on a des invitations quand on arrive au stade. Voilà. Donc, ça c'est bien, il faut le souligner, ça se fait pas partout. Même pour certains déplacements en bus, ils payent une partie même du bus carrément. C'est déjà arrivé qu'ils nous payent une partie du bus. D'accord, donc c'est quand même assez sympa. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ils nous aident beaucoup. Mais c'est quand même... C'est à souligner. Oui, c'est à souligner parce que c'est important. Et ça se fait pas dans tous les clubs. Exactement, oui. Donc c'est vrai que quand on supporte son club, quand il faut mettre, on sait louer un car, c'est quand même très cher. Ouais. Faut le dire, ça coûte très cher. Donc c'est toujours assez sympa quand c'est financé. Ça permet aussi de faire venir beaucoup plus de monde. Parce que,
Tout le monde est pareil, hein. Quand c'est un petit peu moins cher, les gens viennent aussi plus facilement. Ça fait aussi partie, même si on supporte son club, on aime aller voir jouer son club, eh bien voilà, le porte-monnaie fait aussi un petit peu partie du truc. Hein. Du truc. Oui, Adrien, tu voulais rajouter? Non, j'allais dire, en tout cas, on voit bien que David est un fan inconditionnel du Racing. Il a le maillot, il a la veste, il a la montre également Racing. Ben oui, mais c'est ça quand on aime son club, quand on est passionné par son club, eh bien on a tout l'attirail, je vais dire entre guillemets, les maillots et tout, et ça fait partie du truc quand on est passionné, non? Oui, exactement. On a tout, on a le maillot, l'écharpe, le bonnet. Ouais. Bon, là ce soir j'ai pas pris le bonnet, c'est un bonnet rouge, mais c'est le bonnet des Miami Heat. Hein. Bon, pour ceux qui connaissent le basket, j'avais plus le bonnet du Père Noël, je l'ai pas retrouvé, donc voilà, donc. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette association qu'on n'aurait pas dit ce soir? Comment justement, si on veut faire partie de cette association, je vais y arriver, comment on peut vous repérer, comment on peut aller chercher les infos? On est présent à chaque match, donc vous pouvez venir en tribune, il n'y a pas de souci. Ou alors on a une page Facebook, ils peuvent nous contacter. Page Facebook, les Aigles Rouges, et puis là on vous retrouve direct. Voilà, donc ils peuvent nous laisser un message s'ils veulent adhérer, ou n'importe quel autre message, il n'y a pas de souci. Ils peuvent nous contacter. Par la page Facebook. Quoi. Il y a toujours un moyen avec les réseaux sociaux, c'est bien. Là. Exactement. Oui, Adrien. Vous les suivez, c'est au stade, c'est facile, c'est ceux qui ont la grosse caisse. Voilà. Tout à fait. Exactement. À propos de grosse caisse d'ailleurs, je voulais rendre hommage à Olivier. Oui. Olivier Petitpas. Oui, tout à fait. On pense à lui. On pense à lui. On pense à Saïd aussi également. Et à Pascal aussi. Et à Pascal aussi également. D'ailleurs, on leur dédie cette émission. Puis voilà, c'est à leur famille et à leurs proches aussi également. En ces temps de Noël, il faut y penser et ne pas oublier. Merci beaucoup David d'être intervenu ce soir, et puis tu reviendras à l'occasion pour nous parler justement de cette équipe du Racing Besançon qui sera en déplacement début janvier du côté de nos amis guignonnais, parce que franchement je repasse un petit message aussi également, car la com de Guignon est très très sympa, et voilà, donc c'était juste un petit message. Merci beaucoup David. Merci. À très bientôt. Passe de joyeuses fêtes de fin d'année, et puis on se reverra en 2020. Pas de souci. Merci beaucoup David. C'était David qui venait nous parler de cette association. J'ai du mal à le dire ce soir. Hein. C'est tant que l'année se termine. Aussi pour moi, en 2019, l'association des Aigles Rouges, fidèles supporters du Racing Besançon. Quelques petits mots maintenant. On va quitter un petit peu le football et puis on va s'orienter vers le handball pour vous dire que le SBF aura un match ce dimanche 29 décembre. À partir donc de 17h au Palais des Sports Gagny-Yalouz, le SBF recevra Chambray avec ou pas ces deux vice-championnes du monde que sont Lara Gonzalez et Marianne Nunes. Rappelez-vous qu'elles ont été en finale, l'Espagne face à la Hollande d'Emmanuel Mayonade, et finalement elles ont perdu d'un petit but dirigé par des arbitres françaises. Donc les deux Espagnols étaient un petit peu frustrées et très mécontentes de l'arbitrage, mais elles sont vice-championnes du monde, donc il y aura un match face à Chambray. Ça sera un peu une revanche, car elles s'étaient inclinées là-bas du côté du match aller pour le SBF. Du côté de la Pro League, c'est une défaite pour les hommes de Dragan Zovko. Ils étaient en déplacement du côté de Cherbourg. Ils se sont inclinés 26-23 dans cette partie. Au classement, ils sont en 14e et dernière position avec 3 points. À 4 points déjà de Valence, et puis surtout à 7 points de Dijon qui est 12e. Vous savez qu'il y a deux équipes qui descendent. Donc pour le moment, Valence et Besançon sont dans la charrette. Et puis on va un petit mot de basket exactement avec le Bezac qui est allé s'imposer du côté de First 84-79. Et puis au classement, cette équipe du Bezac est actuellement en 11e position avec 17 points. Et le prochain match aura lieu très rapidement. Je crois même que c'est début janvier. Adrien, tu voulais nous dire un petit mot justement cette équipe du Bezac. Oui, c'est pas leur... il me semble que c'est leur première victoire de la saison, non? Ou à l'extérieur? À l'extérieur? Extérieur et domicile, tout confondu. Oh non, ils ont déjà gagné des matchs à domicile. Cette saison? Oui. J'ai loupé des matchs. Heureusement, là. Heureusement. Voilà, t'en as raté quelques-uns de matchs.
En fait, si tu leur dis qu'ils n'ont pas gagné de match cette saison, si, ils en ont gagné. D'ailleurs, tu peux même vérifier. Hein, je pense que je dis pas de bêtises. Non, ils en ont gagné. D'ailleurs, ils ont gagné contre Kaisersberg, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'ils ont gagné d'autre? Bon, après, j'ai pas fait tout le déroulé de leur saison, mais si, ils ont gagné des matchs, heureusement. Voilà, tu vas nous les fâcher, là. Si tu leur dis qu'ils n'ont pas gagné de match. Ah non, je veux pas les fâcher, non, mais il me semblait. Après, voilà, je peux me tromper. Si, ils ont gagné. D'ailleurs, je peux même te dire, je pense si l'ordinateur va vite, mais bon, apparemment, il a des problèmes aussi. Décidément, tout rame. Tout rame ce soir, même l'animateur il rame aussi. Donc, non, ils ont gagné des matchs. Hein. D'ailleurs, le prochain match, je crois que ça sera le 3 janvier ou le 4 janvier. Si je ne me trompe pas, l'ordinateur il fait des siennes, il ne veut plus. Je crois qu'il en a marre aussi. C'est terminé. Donc, non, ça sera justement, je crois, le 3 ou le 4 janvier. Après, j'ai pu face à quelle équipe ils seront opposés. Mais je crois que en plus, c'est ici, hein, parce qu'ils ont joué. Ils ont joué à l'extérieur contre First. Le prochain match aura lieu ici. Donc, non, ils ont gagné des matchs cette saison. D'ailleurs, regarde, si tu as tous les résultats du Bezac. Je vais regarder, justement. Donc, si tu as tous les résultats, non, ils ont gagné des matchs cette saison, heureusement. Heureusement pour eux, parce que je pense qu'ils seraient en fâcheuse posture. Et d'ailleurs, en plus, ils ont fait venir aussi un nouveau joueur cette saison. Donc, je pense qu'il y aura encore de meilleurs résultats pour la saison prochaine. Enfin, pas la saison prochaine, la seconde partie de la saison. Donc, ça sera important pour eux. Bon, on a Fred qui commence à s'endormir. Fred, encore quelque chose à dire sur... Allez, parce que là, on va bientôt clore cette émission. Donc, est-ce qu'il y a des choses à dire? National 2, National 3, Racing Besançon, t'as tout donné? Oui. T'es sûr de toi? T'as tout donné? Bon, voilà. On croira en temps d'un sportif, là. Tout donné. Bon, c'est bien. Alors, t'as pas retrouvé? C'est pas RMC, mais on n'est pas RMC, mais bon. Non, on n'a pas les moyens de RMC, ça c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Hein. On les salue, en tout cas. On les salue, mais non, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes moyens. Ça, c'est une certitude. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci, Adrien. Merci, Fred. Merci, Adrien, d'être venu ce soir. Merci à toi, Fred, de m'avoir invité. Et puis, passe de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis, on se reverra peut-être en 2020. Oui, pas trop de chocolat. Et puis... Oh, si, c'est bon, le chocolat. Ah si, c'est très bon. Très, très bon. Fred, merci beaucoup d'être intervenu ce soir. Je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année également. On se donne rendez-vous le 13 janvier, je pense. Oui, on se donne rendez-vous en 2020. Non, mais c'est le 13 janvier. Pour la nouvelle année. Oui, ce sera le 13 janvier, je te confirme. Donc après les matchs du week-end d'avant, déjà. Les matchs du week-end d'avant. Oui. Du 11. Ah oui, du 11 janvier, oui. Il y aura un match. Tu seras du côté du Besançon Foot pour la réception contre Monceau. Et puis toi, tu seras du côté du stade Jean-David à Guignon. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Comme dirait Adrien, mollo sur le chocolat. Non, allez-y, c'est très bon le chocolat. Bon, faites attention à la crise de foie quand même, mais c'est tellement bon le chocolat. Et puis, on se retrouvera pour la nouvelle année en 2020. Et on va se quitter, bien évidemment, avec le traditionnel Allez Sochaux. Portez-vous bien, faites-vous plaisir, partagez autour de vous, et tout sera parfait. Et profitez de ceux que vous aimez. Exactement. Sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si c'est